T'avais à peine 25 ans quand t'as fait ton premier million. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Honnêtement, rien de spécial. Ouais, vraiment, ça fait aucune différence. Moi, de toute façon, la maison, c'est Maurice. La France, c'est la famille, donc c'est plus vacances. Si je vais en France, c'est 100% vacances. Mais par contre, je me projette pas du tout en France. J'arrive pas à me dire que je vis en France, quoi. Ouais, c'est impossible. C'est pas possible, quoi. Moi, je fais de la pub c'est récent, hein, depuis 2020. Hein. Avant, je faisais pas de pub. J'étais un zozo, comme on peut voir sur LinkedIn aujourd'hui. Ah, moi, regardez, je fais 500K l'année sans pub. Ça veut dire que c'est trop fort. à quel point je suis stylé. En fait, non, t'es complètement con. Est-ce que t'as déjà eu envie de tout arrêter? Ouais. Ah ouais? Ouais, plusieurs fois, ouais. Un bon produit se vend tout seul, sans marketing. C'est faux. Tu as commencé à entreprendre à 18 ans avec une boîte d'impression 3D. C'est presque vrai. 80% des entrepreneurs en ligne ne dépasseront jamais 3000 € par mois. Ouais, c'est vrai. Le marketing de réseau, c'est la meilleure école de vente au monde. L'une des meilleures. Tu as fait 1 million avec un seul tunnel de vente. Oui. En France, on apprend à obéir, jamais à vendre. Oui. Les tunnels de vente sont morts en 2026. Non. Un entrepreneur qui ne sait pas vendre n'est pas un entrepreneur. C'est vrai. Tu vis à l'île Maurice et tu ne retournerais en France pour rien au monde. C'est vrai. La publicité Facebook est devenue trop chère pour les petits entrepreneurs. C'est faux. L'IA va remplacer les copywriters et les créateurs de tunnels d'ici 2 ans. C'est faux. Le business en ligne, c'est la liberté, sauf quand c'est 60 heures par semaine devant ton écran. C'est vrai. Vendre cher, c'est pas arnaquer, c'est respecter la valeur de ce qu'on apporte. C'est vrai. Le plus gros piège de l'entrepreneur, c'est les réseaux sociaux qu'il utilise pour bosser. C'est pas le plus gros piège, mais c'est un piège. Si on te proposait un CDI à 200 000 € par mois, mais tu dois rentrer en France et pointer au bureau, tu signes. Elle est dure celle-là. 200 000 par mois? 200 000 Net par mois. 200K. Net d'impôts? Net. 200K. Mais par contre, il faut que tu sois au bureau le matin, toute À la 8 journée. heures dans les bouchons, Bien sûr. etc. Évidemment, Bien sûr. Je évidemment. peux démissionner à la limite après 2 ans. Moi je dis oui. Hein. Pour 2 ans, Ah tu fais ça? ouais, Ah le ouais. gars, Ouais. il prend... Ah ouais. Mais on peut en Ouais. débattre, Ouais. Mais je pense que oui. Et tu 200K dois... par mois net? Ouais, et tu dois dire oui, monsieur. Ouais. Franchement, t'as pas de responsabilité. Quand t'es salarié, t'as pas de responsabilité. Tu dis que c'est du net, donc du coup le problème, enfin tout ce qui concerne les impôts n'est pas dans l'équation. Donc ça te fait 2,5 millions tu- par mois, par an? 2,5 millions par an, je tiens, allez, 3-4 ans, c'est du net, hein. Ouais. Puis après, Tu me dis ça, moi. bah non, mais tu vois, tu vois, en vrai, pourquoi pas? Ouais. Non, tu vois, je suis en train de te faire changer d'avis là, non? Non, bah oui, parce qu'au final, tu te dis, à la fin, à la sortie, tu sors avec un gros billet, t'es tranquille, tu C'est le ça. passes, tu travailles. Et puis pendant quelques années, t'es avec la famille qui est en France. Tu vois, il y a J'aime aussi bien J'aime des. bien le cerveau humain, c'est qu'il trouve des bonnes solutions. Putain, je préférais crever la bouche ouverte que de faire ça, même pour 2 millions. Toi, ah ouais. Jamais de la vie. Tu J'ai jamais été salarié, à qu'est-ce que je cause te disais, de- c'est quoi déjà? Qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Un jour, on m'a dit que c'était là la soirée. Ah non, pas du tout. Assis-toi. Comment ça? Mais tu penses pas que t'as un prix? Par exemple, on Tout te, a un on prix. te Si, dit- si, si. Oui, t'as un Oui, prix. j'ai un prix, c'est 50 millions. Très cher, très cher. 50 millions, c'est mon prix. En vrai, Pour 50 millions, tu fais tout ce qu'on te demande de faire Non, pas en tout, tant que non. salarié. Non, tu vois, de mon intégrité physique, non. Mais Bah, il y en a qui diraient oui pour 500 balles et un Twix. Hein. Dans les règles du code du travail, on va Ah dire. ouais, tout à fait. 50 millions, je peux revendre mon bise ou travailler vite fait. Mais pas trop. directeur marketing. Vite fait. Directeur marketing chez Veolia. Pour combien? 50 millions? Pour, allez, 500 000 € par mois. Non. Ça fait 6 millions net à Non, l'année. non, chez Veolia. Et quoi encore? Tu travailles 2 ans. 2 ans, toi tu le fais, franchement. Ah, quand même, là, tu commences à Euh, te poser la attends, question. Marc, T'as vu les rendez-vous du lundi matin? Mais j'ai envie de me Ah, jeter tu par serres la les fenêtre. fesses, tu serres les fesses pendant 2 ans. À un moment Tu rends donné, ça fun. tu rends ça fun. Tu vois, je sais pas, tu, Ouais, non, mais ouais, moi je suis. tu fous le bordel dans la boîte. Non, tu vois. peux pas, tu es obligé si tu, Oui, si mais tu bon. manques ça. Oui, mais des trublions comme nous, en fait, on arriverait enfin, avec l'expérience qu'on a, on arriverait à rendre ça quand même fun. Enfin, je te dis ça en même temps. Où est le siège social? Ça doit être, c'est pas vers Suresnes là, tu vois. Donc tu te prends une belle petite piole dans le 78, tu vois, et t'as 200 000 balles par mois, 500 000. Ah, en fait, on peut avoir le débat, mais avoir beaucoup d'argent en France,
Tu sais, la France, c'est soit un pays de gens qui ont très peu d'argent, soit un pays de gens qui ont beaucoup d'argent. C'est un peu le paradis des riches, en gros, tu vois. Ouais. Demain, t'as déjà 200 000 par mois, tu peux être bien. Tu vas pas à Paris, tu vas sur la Côte d'Azur, tu vois. C'est pas mal. La Côte d'Usure, comme moi je peux l'appeler. T'as ton chauffeur, il vient te chercher avec ta petite Merco, t'es tranquille. Ouais, je suis pas Et puis sûr. surtout, toutes les merdes, c'est pas toi qui les gères. Toi, Ouais, mais regardez les gars, j'entends vos arguments. Mais là, on s'amuse, on rigole, on se côtoie, on est entre nous, on a un degré de liberté qui est quand même très fort. T'imagines, même si tu banques à mort là-bas, tu vas faire des réunions avec toute la team marketing. Ouais. Et la veille, ils étaient en train de regarder, tu vois, un truc à la télé. Et, les filles, machin et tout, il faut combattre les extrêmes, machin, la guerre en Ukraine, le machin, les trucs. Toi, tu vas arriver là-dedans. Bon, alors, c'est quoi le budget non-binarité cette année, machin? Ah non. Le RSE, responsable RSE. RSE, machin. Vous pensez pas qu'il y a des métiers qui peuvent être passionnants? Genre, par exemple, t'es CEO d'une grosse boîte? Ou même. CEO, le CEO, CEO. Oui, si c'est ta boîte. Non, c'est pas ta boîte. C'est pas ta boîte. On t'a engagé pour être patron, ou alors, tu vois, un haut responsable, vraiment, où t'as vraiment des responsabilités, tu peux prendre des décisions, tu gères ton agenda comme tu veux, et t'as 5 à 8 semaines de congés payés par an où t'es full vacances, t'as rien, moi, je t'as besoin de comprends penser pas à le rien. concept de congés payés, c'est-à-dire que, tu vois, je travaille ou je travaille pas si j'en ai envie, je pars ou je pars pas si j'en ai envie, tu vois. Donc déjà, pour moi, c'est un concept qui est une vue de l'esprit. Ouais. En fait, t'es en vacances en même temps que tes enfants, et pendant qu'ils ont 2 semaines de pause, par exemple, t'as 2 semaines de full vacances. Oui, tu vois, là, par exemple, nous, on met nos enfants en vacances et on part, tu vois. Ouais. C'est pas la même chose. Délire. C'est l'inverse. Mais voilà. moi, je pense que les CEO, Ça en se fait, débat. ils ont une étape de merde. Parce qu'en fait, leur journée, c'est de régler les problèmes de la boîte. Ils ne servent qu'à ça, en fait. Un gros CEO, qu'est-ce qui fait la différence de la boîte? C'est qu'il soit capable de gérer les merdes. Soit il gère les non, pour moi, comme je le vois, c'est un gars qui prend des décisions, qui dit juste, en gros, il y a des gens qui viennent lui amener des dossiers avec plein de trucs chiants à gérer. Il dit bon bah ça, ce sera oui, ça ce sera non, ça ce sera oui, ça ce sera non. Enfin moi, c'est un peu comme ça que je le vois. C'est le gars qui dit c'est ça, voilà. Ouais. Il tranche quoi. Moi, je vois le truc en fait quand t'es bon. En fait, tu dis, je sais pas, tu rentres dans une usine ou n'importe quoi, tu vois les trucs qu'il y a à faire. Ouais. Et là, tu fais, le truc logique pour que la boîte à cartonne, c'est de faire ça. En fait, le truc de faire ça, faut que tu le vendes à tout le monde. Ah oui. Pour qu'ils se mettent au taf. Il faut gérer, faire des réunions risques avec. Faut gérer les syndics. Ouais, le syndic avec Gérard du truc et tout. Ah, ça, j'ai oublié. J'ai dit le mot. Ah ouais, bah non, c'est mort. Impossible. Et tu t'imagines, une fois que t'as convaincu tout le monde, ça t'a pris 6 mois. Tu vois, parce que c'était du taf. Là, tu t'es rendu compte que le marché, il a changé. Et tu dis, non, les gars, on peut plus dans cette direction. Et là, faut que tu dises aux gens, non, en fait, on va pas faire ça. Oui, ils disent, mais t'es malade, toi, et tout. Non, c'est une torture psychologique. Commençons ce podcast, peut-être. Ça pourrait être pas mal. Rémi Jupil, tu es maintenant une légende d'Internet. Oula. Ouais, nous, faut qu'on envoie du lourd. Hein. Grosse promesse, on a un média à vendre 50 millions, donc il faut qu'on aille très fort. Donc tu vis de ton savoir, tu fais des millions avec les formations et l'accompagnement en ligne, et en plus, tu vis à l'île Maurice. Tu cumules, hein. Oui, t'as la belle vie, toi. Ouais. Comme vous, hein, finalement. C'est pas faux. On se débrouille. Tu bossais à quoi? Donc, qu'est-ce que tu faisais avant, en fait Avant le business en ligne? Ouais, comment t'es arrivé à cette vie que t'as aujourd'hui? Moi, je reprends toujours la date à laquelle j'ai eu le bac, puisque c'est un peu une date qui me permet de me rappeler avant-après. 2015, c'est l'année où j'ai eu le bac. Et en gros, dernière année, donc là on parle de pendant l'année de 2015, avec mes parents, on décide de créer une boîte ensemble. En fait, c'était plutôt l'idée de mon père pour nous lancer après les études, parce que moi je voulais pas faire d'études et tout, et donc il s'est dit plutôt que de rentrer dans la boîte du daron, en gros. Comme beaucoup font finalement, tu vois, le daron il a une boîte depuis 10 ans, bam, tu rentres dedans et voilà. On va plutôt, pour nous apprendre, ce qui s'était dit, c'est on va créer une boîte de zéro ensemble, et ça permet finalement de faire cette école un peu de l'entrepreneuriat. Ouais, t'es vraiment pédagogue. Ouais, ton père, dis donc, bien, sympa, bien. Ouais. Et incroyable. donc, du coup, cette idée-là, cette idée de créer une boîte, il cherchait un truc à l'époque qui avait du potentiel. Alors, il y avait le business en ligne qui démarrait à cette époque-là, mais lui, il connaissait pas trop. Et il était un peu plus du business un peu traditionnel. Et donc, du coup, il est plutôt allé du côté de la 3D.
qui est aussi finalement un truc qui était porteur, peut-être un peu moins finalement que le business en ligne avec le recul, mais il y a en vrai des vrais c'est plus du côté industriel que ça s'est développé énormément. Quelle année ça? Mais donc là on est en 2015, ouais. Ok. 2015 toujours. D'accord. Et en gros la boîte on l'a commencé, j'étais encore en terminale, et après du coup quand j'ai arrêté, quand j'ai eu mon bac machin, boum, j'ai démarré direct quoi, instant. Donc j'ai pas fait d'études, et puis après directement je suis rentré là-dedans, et en parallèle qu'on développait cette boîte, j'ai fait en effet du marketing de réseau à côté. C'est-à-dire qu'en fait à 18 ans je faisais cette société dans laquelle c'était pas j'arrivais et j'avais un salaire tout de suite et voilà, non, il y avait tout à faire quoi. C'était un truc qu'on démarrait de zéro, et je faisais le marketing de réseau à côté. Ouais. Tu bossais où dans le marketing de réseau? C'est donc dans la boîte dans laquelle mes parents historiquement ils ont toujours travaillé, qui s'appelle Chrysler. Qui est une boîte française de Bretagne, enfin de Nantes quoi, dans laquelle, enfin c'est une grosse boîte, hein, c'est ils vendent quoi? Grosse société. C'est tu sais des produits, en gros c'est des repas hyper équilibrés mais sous forme de poudre. Donc tu mets de l'eau, etc. Voilà. Ok, ça marche. Ça marche hyper fort. Ah ouais, incroyable. Et ça a été une école importante pour toi au niveau de la vente, du business, du développement, le MLM? Ouais, parce qu'en marketing de réseau. En fait, quand tu fais, vous avez fait un peu de marketing de réseau ou pas? Non. Oui, 3 mois. 3 mois? Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont tombés dedans. Enfin, tu vois, en vrai, moi, quand j'ai commencé à discuter un peu de ça, il y en a énormément qui m'ont dit, ouais, je suis tombé dans ce truc-là. Voilà, il y a... Oui, parce que quand je vendais mes formations au tout début, ma première formation business, le Biz Club, j'avais beaucoup de clients qui venaient soit rentrer dans le MLM, sortir du MLM. C'était vraiment mon cœur de cible. Ouais. Il y a eu une époque, une grosse période du MLM. Fin d'année 90, c'est là que mon père s'est lancé. C'était, ça commençait. Et après, début 2000, entre fin 90, début 2010, je dirais, franchement, ça explosait en fait. C'était comme les formations maintenant, quoi. Ouais. Ou le e-commerce, ou le dropshipping, tu vois. C'est ça. Et ça t'a aidé? Ouais, énormément, parce que en gros, déjà pour trouver mes premiers clients, j'imprimais des flyers sur Vistaprint. Donc je commandais des cartons et tout, et j'allais dans la rue pour arrêter les gens qui étaient en train de faire leur vie, tu vois. Je démarchais sur les pages jaunes, donc je prenais le page jaune, j'imprimais des trucs, j'imprimais des feuilles A4 comme ça, et j'appelais un par un les trucs. J'ai fait aussi parler devant des gens, devant des dizaines de personnes pour des réunions, etc. C'est incroyable, ça, de prendre le bottin téléphonique et se taper d'appel à froid, il faut être motivé. Hein. J'ai encore des photos d'ailleurs de mon tableau dans lequel, tu vois, je prenais mon tableau, je faisais le nombre de noms, en fait je visais le nom. Parce que statistiquement, si j'avais genre 50 noms, j'allais statistiquement avoir quelques oui, tu vois. Et donc en fait, je disais, ok, objectif du jour, c'était 100 calls par jour. Et en fait, je regardais, tiens, 1 nom, 2 noms, 3 noms, tu sais, tac, tac, tac. Et à la fin, t'avais forcément... Et le oui, c'était pour obtenir un vrai rendez-vous finalement. D'accord, ok. Et ça te plaît d'aller en rendez-vous chez les gens comme ça, proposer des trucs? Bah, je l'ai fait, c'est pas ce que je préfère. Mais je l'ai toujours vu un peu comme une école. Enfin voilà, je sais pas si peut-être qu'à un moment donné, je me suis dit c'est un truc que je pourrais faire, parce que je l'ai vu du point de vue de mes parents, ce qu'ils ont vécu, c'était un peu ce qu'on vit aujourd'hui, nous ici à Maurice. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, quand t'es en France et que t'es entrepreneur en ligne, t'es un peu dans ton coin. Le vrai avantage du marketing de réseau, c'est ce qu'on a créé nous à Maurice en fait. C'est tout le monde se connaît, tu sais, ça fait des réunions, des apéros, des repas, et c'est très particulier. Mais dans l'entrepreneuriat, c'est très rare quand même. Oui, complètement. Oui, et le marketing de réseau offre ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui restent dans des marketing de réseau pendant 15 ans parce qu'ils veulent assister aux apéros, tu vois. Ça. Ouais. Donc, c'est un peu et ça. toi, t'as vendu ce mois-ci? Non, mais je suis pas là pour ça, là. Donne-moi un verre. J'ai renouvelé mon adhésion, mais à part ça, non, mais voilà, c'est. Au dîner des gens bien, j'ai eu 1 ou 2 messages justement de personnes qui venaient d'arriver, qui étaient nouvelles et qui m'ont dit c'est vachement bien et tout. C'est fascinant, quoi. C'est. Oui, et je vais faire mon vieux con. Oui, à mon époque, quand je suis arrivé à l'île Maurice, il y avait personne. Mais il y avait personne. Il n'y avait pas ça. Ouais, et ça a été un motif de remise en question les premières années. Hein. Première année, deuxième année, c'était dur. J'avais vu une vidéo de toi qui disait que tu avais mis à peu près 6 mois avant de vraiment rencontrer des gens ici. Non, ça a été difficile parce que même si je connaissais déjà, à l'époque, il y avait Florent Fous, avec Anicette, etc. On se côtoyait pas vraiment non plus, tu vois. Donc du coup, il y avait peu de gens, et surtout la moyenne d'âge, elle était bien plus élevée. On avait vraiment des pré-retraités ou des retraités. Là, le cercle qu'on a créé en quelques années, puis il s'est vraiment accéléré ces 2-3 dernières années, là je trouve c'est exceptionnel, c'est super agréable. Parce que quand on se voyait, parce qu'on se connaît depuis 2018,
peut-être jusqu'à même 2021, 2022. C'était pas autant. Vous saviez pas si vous allez rester encore à Maurice, peut-être que ça pouvait bouger. Ouais, ça pouvait bouger. Alors que maintenant, non. Heureusement, non. Il va falloir tirer. Le marketing de réseau a toujours apporté ça finalement. Ouais, c'est très intéressant. Ouais. Alors après, t'as découvert le business en ligne. Comment t'es tombé sur la magie du business en ligne? T'as regardé des contenus, t'as lu un livre. Qu'est-ce qui t'a vraiment ouvert la porte de cet univers? Comme on était dans cette boîte de 3D, et qu'on voyait, en fait, notre voisin, on avait des bureaux, notre voisin, il avait une agence de com, mais à l'ancienne, genre il faisait des sites, des flyers, des logos, des machins comme ça. Et en gros, vu que c'était notre voisin, on discutait pas mal et c'est comme ça qu'il nous a un petit peu sensibilisé au fait d'avoir un site, une présence en ligne, un blog, etc. Et en fait, après, moi, vu que c'était moi qui étais le plus à l'aise en informatique, on va dire, c'est moi qui m'occupais dans la boîte de gérer le blog, ces trucs-là. Et petit à petit, tu vois, je regarde des vidéos sur YouTube, machin. Avec mon père, on se partage des vidéos, des liens, des trucs, voilà. Et un jour, il m'envoie une vidéo de Cédric Anissette, justement, qui faisait son lancement, je crois que c'était QLRR 4 à l'époque, de mémoire. Donc ça date, parce que je crois que maintenant il doit être au 10 ou 11, enfin maintenant il le fait plus, mais voilà. Et voilà. Et du coup on découvre ça petit à petit, les recommandations YouTube, je découvre Théophile Hélier, je découvre à l'époque il y avait, comment il s'appelait, Léo Guillot, oui. Qui ensuite s'est renommé en Léo Olsen, oui. Enfin bref, voilà. Donc après e-com, et en fait c'est comme ça d'ailleurs que en me formant, j'ai du coup je gérais cette partie dans le business familial dans lequel on faisait de la 3D, puis après on a fait de l'impression sur ongles, etc. Enfin bref, c'est une longue histoire. Je peux donner des détails, mais voilà, on a fait le tour de la France pour vendre des machines, etc. J'allais dans des instituts, etc. Et en parallèle, je faisais du marketing de réseau et je commençais à créer mon propre truc de mon côté qui était dans le e-commerce. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire du drop. Ah, t'étais dans le dropshipping d'abord avant de faire de l'infoprenariat. En fait, en réalité, le tout premier truc que j'ai vendu en ligne, c'était je l'ai vendu sur LinkedIn, c'était du LinkedIn Ads. Je sais pas comment je suis tombé là-dessus. LinkedIn Ads, ouais. Et j'ai vendu une création de site à 750 €, je me rappelle encore. Ah, c'est incroyable. Parce que justement, je gérais le site de l'entreprise. Donc, je me suis dit, tu sais, il y a peut-être des boîtes qui voudraient que je les aide à créer leur site et tout. Pour 750 €, j'ai vendu une création de site. J'en ai vendu qu'un. Mais c'est la première vente que j'ai fait en ligne. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? En vrai, pas grand-chose. Parce que, en soi, j'étais quand même très content. Mais c'était la pire cliente que j'ai jamais eue. Ce qui fait que à partir de cette cliente, c'est la première et la pire. Elle m'a encore rappelé il y a 2 ans là. Non. Je te promets. Mon site il marche. C'est terrible. Sérieux? Ouais, je te promets. Enfin bref, du coup je l'ai bloquée et en gros elle était vraiment horrible, genre vraiment le genre de cliente qui t'appelle à 22h parce que c'est vraiment terrible quoi. C'est la première que j'ai eue en Presta et du coup j'ai dit plus jamais de Presta. Elle te rappelle, mais tu as pas dit attends mais je suis Rémi Jupil, t'as pas YouTube ou quoi? T'étais dans une cave depuis tout ce temps. Faut mettre à jour mon WordPress maintenant. Ah ouais non mais c'est. Comment t'as trouvé tes premiers clients et sur quelle stratégie finalement tu as accroché le plus? Parce que effectivement décrocher des clients à 750 balles qui t'appellent à 22h du soir, c'est pas une stratégie viable. C'est pas. Donc pas comment t'as trouvé ton c'est clair. Comment t'as trouvé ton équilibre et ta méthode à toi? En gros, après, c'est vraiment dans l'e-commerce que j'ai commencé à bien gagner, à gagner de mes premiers vrais euros. Donc à l'époque c'était Facebook, Facebook Ads, publicité Facebook 100%. Ça on est en quelle année là? Je sais plus. C'était pas très longtemps après, donc peut-être 2018, un truc comme ça. Okay. Et donc en fait, je lance une première boutique, 2 boutiques, 3 boutiques, etc. Là à l'époque c'était vraiment full Facebook. Et j'ai développé ça comme ça. Donc j'ai fait du e-commerce jusqu'à un peu plus de 100 000 € par mois, un truc comme ça. Ah, quand même, hein. Pas mal. Et la renta était bonne de ce genre de business à 100K par mois? La renta, je faisais, tu vois, j'avais fait une vidéo où j'avais expliqué qu'il me restait en net à peu près entre 17 et 20 000 € net. C'est pas mal. Ce qui est pas mal en e-com. Ouais. Oui. Parce que, quand t'enlèves tout, etc., sachant que j'étais en France, etc., c'était ok. C'est des commerces du web. Hein. Il y a beaucoup plus de frais qu'infoprenariat, consulting, coaching. C'est clair. J'ai fait de l'e-commerce de 2010 à 2015. Je crois que dans une meilleure année, ça doit être hors taxe 600 ou 700 000 €.
sans verser de salaire, il restait 30 000 euros à la fin. 30 000, ah ouais. Ah ouais. Ça, c'est rude, zéro ça. marge, c'était enfer. C'est très dur le e-commerce. Ouais. Alors, tu dis avoir dépassé les 7 chiffres et reçu un trophée pour $1 million généré avec un seul tunnel. C'est quoi un tunnel de vente, un sales funnel? Qu'est-ce que tu vendais? Alors, je l'ai fait avec un tunnel qui est en réalité très simple. C'est celui que je fais toujours aujourd'hui d'ailleurs. C'est parce que j'en ai testé plein des tunnels. J'imagine vous aussi. Enfin, toi, je sais parce que ça faisait un petit moment qu'on avait fait. Toi, du coup, probablement aussi. Le tunnel, moi, que j'ai perfectionné, mais le plus possible, c'était vraiment le truc le plus simple. C'est page d'inscription. Une vidéo qui explique ce que tu vends et ce que tu vends, pas de convaincre les gens qu'ils ont besoin de toi, ce qui est la petite différence qu'on a changé il y a à peu près 1 an et demi, et un appel. Voilà, tout simplement. Et après, en fait, un tunnel de vente, en gros, le tunnel de vente, j'ai l'habitude de dire que tout n'est que tunnel de vente, en gros, puisqu'en gros, c'est juste la suite d'étapes pour faire passer quelqu'un d'un état à client, quoi, en gros. Oui, bien sûr. Donc, le tunnel de vente le plus efficace au monde, que tout le monde connaît et que tout le monde pratique de temps en temps, ça s'appelle Ikea. Ouais. Tu rentres dans le truc, t'as les meubles exposés, puis après tu passes d'une pièce à une autre et on te fait consommer pour avoir ton équipement en entier. Et les petits upsells à la fin sur la caisse, et tu finis avec un hot dog et une glace vanille à 2 €. Exactement. Et des boulettes suédoises. Mais en fait, en réalité, tu vois, même un restaurant, par exemple, il y a un tunnel de vente. En gros, on va dire la première étape, c'est le panneau, enfin la vitrine, tu vois. Il faut que ça donne envie de rentrer. Puis après, quand tu rentres, il faut qu'il y ait de la place pour t'asseoir et qu'on t'accueille. Et puis ensuite, il y a la carte qui est censée te convertir en maximum de panier moyen. Bien sûr. Je suis sûr, en fait, que quand t'es un bon marketeur, tu sais, des fois, peut-être que vous le voyez, vous allez dans des restos, tu dis putain, mais en vrai, des trucs tout cons, mais tu changes la carte pour mettre certains trucs un peu plus en avant. Genre, tu sais, le best-seller, tu l'encadres, machin, tu mets tes plats les plus chers. Je suis sûr que tu augmentes le panier moyen d'un restaurant comme ça. Tu fais 30% comme ça. Un truc tout con aussi, auquel j'avais pensé, je fais une parenthèse, hein, voilà. Vas-y, je t'en prie. C'est on nous demande jamais est-ce qu'on veut un dessert. Jamais. Quand t'es au resto, on te prend ta commande. Ensuite, on te débarrasse. Mais le dessert, il faut toujours appeler la serveuse. Toujours. Vous avez pas remarqué ça? Maurice, non. Ça dépend des restaurants. Franchement, ouais, moi, je suis très dessert de moins donc, maintenant. Du coup, mais c'est une souffrance. Mais c'est une grosse souffrance. Okay. À chaque fois que j'allais au restaurant, en fait, t'es là, machin, t'as fini de manger. Bon, il vient quand pour le dessert? Et tu vois que le mec, il est occupé, il débarrasse des tables, il prend des commandes et tout. En fait, le focus dans les restos est sur les nouveaux clients et pas les clients existants. Ce qui est con quand on connaît le business, tu vois. Ils essayent de faire rentrer un max de gens. Et toi, de te faire dégager vite fait pour libérer la table et prendre un nouveau client. Ah oui, d'accord, c'est dans ce sens-là que tu dis. Alors qu'il pourrait augmenter ta valeur juste en te proposant un truc et tout. Et tu sais, c'est tout con, mais tu forces le staff à mettre un t-shirt dans lequel, dans le dos, il y a marqué appelez-moi si vous voulez un dessert ou un truc tout con, tu vois. Ouais. En fait, ça, c'est des petits détails, mais ça fait partie des tunnels de vente. Tu mets le prénom, tu dis appelez-moi par mon prénom. Voilà, appelez-moi. Michel. Je m'appelle Jessica, appelez-moi, tu vois. Et du coup, tu sais, tu crées un truc. Voilà. Donc, en fait, bon, c'est un exemple pour dire que quand tu fais du business, tu peux optimiser chaque étape de ton business, donc du plat au dessert, de l'accueil à la table, etc. Et finalement, c'est pareil en ligne, en fait. T'avais à peine 25 ans quand t'as fait ton premier million. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Honnêtement, rien de spécial. Ouais, comme quoi on vend un site à 750 €. C'est pareil. Je dirais que ça fait même plus d'effet la première vente que quand ça fait des années, quoi. Hein. Tu vois, c'est. Parce qu'il y a un fantasme autour de ça. T'as les 10 cas par mois, après t'as 2 millions, etc. Ouais. Donc toi, c'était une information comme une autre, quoi. Ouais, vraiment, ça fait aucune différence. Suite logique des actions que t'as mis en place. Ouais, c'est même décevant. Hein. Je pense que d'ailleurs, il y en a. Je pense que je suis pas le seul, et je pense qu'il y en a plein qui même, tu sais, c'est fade en fait. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais les achèvements financiers, c'est fade. Ça manque de, tu vois. Oui. Bah, on fait pas. Alors, évidemment, on fait tout ça pour l'argent, mais s'il y avait que l'argent. Il y a un moment. Non, mais comparé à d'autres moments de la vie, tu vois. Bon, je suis pas père, tu vois, mais quand t'as un gosse, j'imagine, c'est 1000 fois infiniment plus que de gagner une somme d'argent. Tu veux pas comparer, quoi. Voilà, c'est complètement incomparable. Et en fait, l'argent, c'est, en fait, quand tu commences à gagner un peu d'argent et tout, en fait, c'est le truc qui limite est le moins stimulant, en fait. C'est le truc le moins, je sais pas. Même faire réussir un client, c'est plus stimulant parfois. Oui, t'es plus fier. Ouais, c'est vrai. Ouais.
Oui, c'est vrai. Maintenant, c'est une information comme une autre, mais bon, faut qu'elle reste quand même positive. Mais effectivement, c'est la résultante de tes efforts mis bout à bout. Et puis voilà quoi, c'est les statistiques à connaître. C'est comme. Oui. C'est vrai que je suis d'accord avec ce que tu dis parce que tu vois sur des lancements qu'on va faire, on en a qui sont excellents, tu vois, en termes de chiffres, d'autres qui vont être moins excellents. Mais au final, c'est pas tellement pour l'argent. C'est juste par rapport, tu vois, c'est comme un jeu, c'est-à-dire que t'as joué et au final, bah t'as pas gagné comme t'aurais voulu gagner, donc du coup, ça change rien, 100 000 euros de plus dans ta vie, tu vois, quand ton business y tourne. Mais du coup, tu te dis ah merde, tu vois, on va essayer d'être meilleur pour remettre ça en place. Et c'est un petit peu le chemin qui est rigolo. Bon, l'arrivée, t'es content, t'as gagné, et la récompense supplémentaire, c'est quand même le fait que d'avoir pas mal d'argent. Ouais. Mais c'est pas le plus. C'est loin d'être le plus stimulant. Surtout que tu parles des lancements, des événements, des challenges, ce genre de trucs. Mais en fait, tu fais un premier challenge, c'est incroyable parce que c'est le premier, tu vois. Puis après, quand tu le refais, si c'est un peu mieux, bon, c'est ok, mais ça devient moins incroyable tout d'un coup. Et puis si tu fais juste tu stagnes. Bah en fait c'est même négatif en fait, tu vois. Ah bah bien sûr. Alors que si tu avais fait peut-être le chiffre auquel tu as stagné par rapport au premier, première fois, tu aurais été hyper content. C'est très juste. Mais voilà, en fait, ça devient très, 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 très vite assez, manque de sens, fade, très vite, quoi. Très, très vite. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, de la concurrence, de la segmentation du marché, est-ce que les tunnels de vente ont encore un bon avenir devant eux? On parle des VSL qui sont fatigués, des webinaires de vente qui ne vendent plus, et des e-books de 100 pages dont les gens n'ont plus rien à foutre, qui sont écrits par ChatGPT. Quel est ton avis sur ça? Alors, moi, c'est une longue, comment dire? J'ai plusieurs avis sur la question. Je pense que déjà un marché. Il y a un marché, il y a plusieurs niveaux de conscience, on va dire, et il y aura toujours de la place pour des gens qui n'y comprennent rien entre guillemets. Enfin, les VSL, il y aura toujours des gens qui sont pas à fond dans le marketing, etc. Par exemple, les anciens qui ont pas l'habitude des VSL, pour moi, ça marchera encore pendant longtemps, parce qu'en fait, une VSL, si elle est bien faite. Enfin, du coup, une vidéo de vente, peut-être pour ceux qui connaissent pas le terme VSL, une vidéo de vente, si elle est bien faite, je vois pas pourquoi elle marcherait plus. Peut-être qu'il faudra l'ajuster, l'adapter. D'ailleurs, je pourrais expliquer ce que nous, on a changé entre notamment 2020 à peu près. C'était très différent. Et maintenant, le message qu'on utilise. Ouais, ça peut être intéressant de nous expliquer cette transition. Qu'est-ce que tu vendais dans ta vidéo en 2020 ? Et qu'est-ce que tu vends maintenant en 2026 ? Vidéo gratuite. Alors, voilà, vidéo gratuite. Donc, en gros, tu imagines quelqu'un qui clique sur une pub, il arrive sur cette vidéo, donc il te connaît pas, il a jamais entendu parler de toi, etc. Il arrive sur cette vidéo. Donc, en 2020, ce qu'on faisait, c'était des vidéos qui duraient à peu près 1h20. 1h20. Hein. Donc, c'est comme un webinaire finalement en live, sauf qu'on le faisait en vidéo. Et c'était la fameuse un peu stratégie classique des 3 secrets, etc. Donc, origin story, histoire d'origine, qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait, blablabla. Secret 1, secret 2, secret 3. Et à la fin, tu pitch, tu fais la proposition de l'appel, quoi. Mais en fait, ça fonctionnait parce que les gens connaissaient pas beaucoup le business en ligne. Dans ma niche, du coup, je parle business en ligne. Et donc, en fait, fallait prendre quelqu'un qui est en mode « je veux gagner de l'argent, mais je sais pas quoi faire ». Tu le mets dans une vidéo d'1h30. À la fin, il se dit « ah, ok, du coup, je voulais gagner de l'argent. Bah, maintenant, je sais que c'est du business en ligne que je veux faire. » Et voilà. Donc, en fait, la vidéo permettait de créer finalement le besoin. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est « tu veux faire ça, je le propose. » J'ai une offre qui permet de faire ça. Si ça t'intéresse, contacte-moi. En fait, c'est la version très directe de marketing. Parce qu'en fait, tu veux dire que tu n'as plus besoin de convaincre qu'il faut faire du business en ligne. Le marché est aujourd'hui devenu un peu plus mature, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. À l'époque, le marché était immature, entre guillemets. Donc, en gros, fallait l'éduquer et donc tu avais besoin de faire des très longues vidéos pour l'éduquer. Vu que maintenant il est mature, la part du marché de gens qui sont déjà à la recherche d'une solution, elle est plus grande. Et donc moi je vais taper directement dans cette part parce que c'est plus facile à vendre en fait. Et nos vidéos maintenant elles font entre 10 et 15 minutes. Tu vois, c'est très court. Ça peut être 10 minutes par exemple. Et en fait, au lieu de dire, d'enseigner ou quoi que ce soit, je dis voilà, tu veux une formation qui fait ça, contacte-moi. Voilà, tout simplement. Ouais, en fait, aujourd'hui, ton métier, c'est sur le marché, de trouver les personnes qui sont intéressées pour faire du business en ligne
mais qui en fait dans tout le lot des formations en ligne ne sait pas trop où il doit aller, est-ce qu'il doit faire un webinaire, un challenge, une VSL, et toi t'arrives et tu lui expliques que toi tu vas le former à ça. Ouais, c'est ça. Moi j'ai aucun effort parce qu'en fait, donc avant on avait besoin de faire ça. Avec le temps, il y a beaucoup de gens qui ont éduqué le marché. Vous contribuez avec vos challenges, etc. Vous éduquez finalement le marché. Parce que j'imagine vous adressez plutôt à des gens niveau plutôt débutants ou qui. Ça dépend du programme. Il y a un peu de tout, ouais. Mais en tout cas, quand tu fais un challenge et que tu touches des dizaines de milliers de personnes, généralement, tu vas éduquer une partie du marché. Il y a vous qui le faites. Il y en a plein finalement. Et ça s'est fait pendant des années. Et nous, on est ceux qui arrivons après vous, tu vois, en mode dans le niveau de conscience des clients, et on se greffe et on dit tiens, en gros, il y a déjà des gens qui ont éduqué cette personne, mais t'as pas acheté chez eux et tout. Nous, on propose ça t'intéresse, voilà. Et nous, on va vraiment devenir bon sur trouver ces personnes et se rendre spécifique à eux. Et après améliorer chaque étape, vraiment pixel à chaque étape. Ouais. Donc le tunnel, le closing, etc. Et voilà quoi. C'est. Qu'est-ce qui a le plus changé dans le business en ligne entre 2019 et 2026 ? Entre 2019 et 2026, je dirais que c'est la création de contenu a beaucoup changé. Aujourd'hui, je pense que c'est devenu, enfin surtout chez les jeunes, c'est devenu beaucoup plus naturel de faire du contenu. À l'époque où moi faire mes vidéos YouTube, mes potes ils se foutaient de ma gueule. Donc tu vois, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait voir, mais je pense les 2000, 2002, 2005 qui commencent sur YouTube là, on en voit. Ouais. J'ai l'impression que c'est ok quoi, c'est accepté socialement. Ouais. Tu prends ton téléphone direct, tu fais ta vidéo, tu tournes pas autour du pot. Je me rappelle la première vidéo YouTube que j'ai dû faire, laisse tomber. Dans un état où j'étais. Il y avait une barrière énorme, qu'elle soit technique ou psychologique, il y a une barrière pour une génération. Hein. Ouais. T'as quel âge aujourd'hui ? 28. 28, ouais, t'es quand même beaucoup plus jeune, enfin beaucoup plus jeune que nous quand même. Si, moi j'ai 43 mais, années. Ouais, nous. Il va falloir qu'on revende vite. En 2016, je dis à ma femme Amélie, il faut faire des vidéos. Elle m'a dit, mais t'es malade. Jamais je vais faire des vidéos. Je dis, si, il faut faire des vidéos. C'est le moment. Je sais que c'est dur. Je sais que ça va être un enfer. Je sais que ça va être compliqué. Il faut faire des vidéos. Je me suis battu. Elle l'a fait. Quand tu vois sa première vidéo, mais quand tu la revois sur la chaîne, tu fais, putain, mais waouh, la violence. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, t'as plus ce truc-là. T'as 25 ans aujourd'hui. Attends, prends ton téléphone, pose-le et puis vas-y, balance sur les réseaux, quoi. Ouais. Clairement. Donc ça a changé. C'est à l'époque vraiment, c'était moi je le disais pas à mes potes. J'avais honte limite de le dire, tu vois. Donc il y a ça. Et puis après, je dirais c'est le côté perfectionnement, mais pas. En fait, je dirais que c'est le positionnement qui devient clé aujourd'hui. C'est les gens, ils arrivent pas à se positionner. En fait, vu qu'on est beaucoup sur le marché, c'est pas forcément plus compliqué, mais il faut être bien précis à qui on s'adresse, comment on s'adresse à lui, le positionnement, etc. C'est ça qui a changé. Là où à l'époque, tu pouvais être bourrin, genre tu veux faire du business en ligne de manière générale et puis ça passait. Aujourd'hui, il faut être un peu plus spécifique, précis. Vous, par exemple, faites des challenges sur plusieurs jours, tu vois. Donc faut renforcer un peu plus la confiance, être un peu plus précis. Mais sinon, pour moi, il y a encore plus de business à faire. Hein. Toi, tu publies beaucoup sur les réseaux. Tu as une stratégie par rapport à ça ? Ouais. Donc, tu as un podcast très connu. Ouais. Esprit Mavericks. On a repris récemment. Là. Nouveau branding, nouvelle line-up. Et d'ailleurs, quand on est arrivé à Maurice, justement, on en discutait quand on était en Suède. Avant que j'arrive à Maurice, on s'est dit on pourrait lancer un podcast tous les deux et tout, voilà. Et tu m'avais dit il y a Rémi Jupil à Maurice qui a un podcast et tout. Ouais. Et j'ai regardé et tout, putain, j'aime bien ce que tu fais et tout. Et ça s'appelait Maverick, je crois c'est tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça faisait quand même des vues, hein. Ouais, en fait, d'ailleurs, on l'a renommé parce que personne trouvait quand tu tapes dans YouTube, il tombe jamais, tu vois. Parce qu'il y a toujours toujours Tom Cruise devant nous. C'est ça, Mais quand tu concurrences Tom Cruise, c'est compliqué. C'est compliqué. J'ai tapé hier pour préparer l'épisode. J'ai galéré à trouver quand même. Ouais, c'est pour ça qu'on l'a renommé du coup. Mais oui, franchement, on adore faire ce podcast, quoi. C'est vraiment, on rigole. Ouais, c'est de la reprise. Il y a eu une petite pause. De 2 ans quand même. Une belle pause. Mais là, on a voulu reprendre et en gros, tu veux que je donne la stratégie un peu actuelle de contenu? Et bien sûr. C'est ça qu'on veut. C'est le moment où il faut prendre des notes. Sans être trop technique, parce que ça peut vite être technique. En gros, tout part de 3 chaînes YouTube aujourd'hui. J'ai ma chaîne YouTube principale, le podcast et
un solo podcast. En gros, je suis tout seul dessus. C'est juste, voilà, je prends mon micro et je parle. Alors avant, à la base, il était juste audio. Et donc j'ai fait ça pendant des années. Il y a plus de 500 épisodes dessus. Non, je crois que j'ai bientôt 500 épisodes. Bientôt. C'est la pas 500e bougie. 500, dis donc, c'est énorme. Ouais. En solo, donc en gros, à la base, l'idée c'était la suivante. C'était je prenais mon téléphone, tu vois, et tous les jours, tous les matins, je faisais un épisode. Et je disais le truc qui me venait en tête, etc. Dans cette idée de documenter plutôt que créer. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de ça. Ça vous parle. Fabien avait un podcast, il l'a toujours, qui s'appelle No Filter. J'ai arrêté, mais il y a... il est toujours sur Internet. No filter. No filter. Ouais, hashtag no filter. C'est pas pour les âmes sensibles. Non. D'ailleurs, j'ai arrêté. Il existe toujours. Il joue en ligne. Il marchait bien. Hein. Il marchait pas mal. Il y a eu de rendu bise. Et puis je me suis calmé aussi sur le message les dingueries que j'avais à envoyer, tu vois. Mais ça avait amené pas mal de clients avant d'Aron de Bise, où j'étais avec famille épanouie avec ma femme, et on a fait notre plus gros lancement juste sur promo de produits, tu vois. Au moment où justement No Filter marchait très bien, et je trouve qu'on a fait un lancement juste sur des promos de produits existants. En une semaine, je crois qu'on a dû faire 50 000 euros. Ah ouais, c'est énorme. Alors qu'à l'habitude, des promos, c'était plutôt 10-15, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, les gens écoutaient, ils s'attachent au personnage, tu vois. Et donc, c'était audio, donc podcast, audio. Spotify, tout ça, c'est ça. Je marchais, j'allais comme ça, je mettais une bonnette et juste tu parles. Ouais, tout. Ok. Bah, en gros, moi, je faisais pareil, donc pendant très longtemps sur l'une de ces 3 chaînes. Et en fait, cette année-là, je me suis dit, vu que je fais des audios, pourquoi pas juste mettre une caméra dans un coin de la pièce, quoi, et je filme pendant que je fais mon audio, quoi. Bien sûr. Mais t'arrives autant, parce que moi, je me suis posé la question quand je le faisais, mais tu peux pas, quand t'es en audio et t'as pas toi, la caméra qui te regarde, tu peux faire ça, tu peux marcher, tu peux t'enflammer, tu peux faire des trucs et tout. Aucune diff. T'es aussi à l'aise avec la vidéo? Ouais, alors après, du coup, c'est un format qui est décidé pour être comme ça. C'est-à-dire, le principe, c'est je fous la caméra dans un coin et je parle. Donc, ça veut dire que si je bégaye, je bégaye. Ouais. Si je fais une connerie, je fais une connerie. Enfin, tu vois, il y a pas d'édit, rien, je me prends pas la tête. Pas de montage, tu t'envoies direct. Ah non, j'envoie direct. Et puis, il y a même pas de... Enfin, en fait, j'ai créé un setup pour qu'il y ait aucune friction. J'appuie sur play et c'est publié sur YouTube presque. C'est presque comme ça, tu vois. Okay. Donc, vraiment, il y a zéro friction. Mais bon, pour... avancé, j'ai 3 chaînes YouTube et de là, en fait, tout part de là. On prend des extraits, on les met sur TikTok, Instagram et avant je faisais même Pinterest, mais j'ai arrêté. Bon, différents trucs. Tu fais TikTok. Short, voilà, c'est ça. Ouais. Ah ouais. Enfin non, je crois qu'il faut que je me reconnecte à mon compte, mais l'idée c'est le format vertical, quoi. Ouais. Ensuite, je prends ces vidéos YouTube et je les mets sur Spotify et X également. Entièrement? Okay. Entièrement, c'est-à-dire en gros, je prends le fichier MP, la vidéo, quoi, et je la mets sur Spotify et sur X. Spotify, donc tu sais, je t'en avais parlé. Oui. Les vidéos Spotify, ça marche fort aux États-Unis, c'est encore très récent en France, les gens connaissent pas. En Europe, quoi. Mais Spotify a clairement envie de concurrencer YouTube sur la partie vidéo parce qu'ils savent très bien que les gens écoutent des podcasts sur Spotify et en fait, ils savent très bien que les vidéos font plus de vues que les podcasts audio. Et d'ailleurs, je pourrais en commenter après le test que j'ai fait de mettre ma fameuse caméra dans le coin. Ça fait beaucoup, beaucoup plus de vues sur YouTube qu'en version audio. Oui, bien sûr. Notre podcast est beaucoup plus vu sur YouTube que sur toutes les autres plateformes et les statistiques sont... Mais d'ailleurs, on galère, nous, en audio. Je ne sais même pas si c'est pas là où on héberge. Mais on fait pas beaucoup d'écoute. J'ai un petit tips à vous donner si vous voulez tester. Si vous voulez tester. Allez. Le vrai truc pour se placer dans les top 1 sur Apple Podcast. Parce que les vues, les écoutes viennent de là. Oui. En fait, c'est les témoignages. Il vous faut un max de témoignages. En gros, moi, je me rappelle quand j'avais fait mon podcast à l'époque, j'avais pu me placer dans ma catégorie. Donc, tu sais, t'as des catégories business, machin et tout. Pour être hyper haut, en fait, il y a un truc, c'est hyper simple. Il faut dire aux gens, donc tu fais une campagne de promotion, allez nous mettre un avis, en échange, je vous donne tel e-book, tel machin, tel truc. Enfin, tu donnes un truc, tu vois, en échange d'un avis. Et en fait, j'avais récupéré des dizaines et des dizaines d'avis. Et en fait, instant, tu passes genre numéro 2, numéro 3, très très vite en fait. Et en fait, ce qui fait que les podcasts, en tout cas à l'époque, c'était ça, faut valider. Mais l'algo... c'est genre le coefficient de l'avis, il est 1000 fois plus important que le reste. Okay. C'est vraiment le critère numéro 1 sur Apple Podcast. Après Spotify, c'est peut-être différent, mais... C'est vrai que c'est intéressant parce que moi, à chaque épisode, je demandais de mettre un commentaire, un avis.
Mais les gens ils le mettent pas, ils savent même pas où c'est. Enfin, mais moi du coup je me faisais éclater parce que autant dire que. Ah ouais. Tu mettais des 1 étoile et tout. Ouais, j'ai des 1 étoile et justement moi j'étais dans le top 200 à faire. Et j'avais même pas 4 en notes. Ah ouais. Ouais. Donc c'était très bas. Ouais. Mais j'étais dans le top 200. Ouais. Et alors que Daron, on a dû être qu'au début. Tu vois? Ouais, sur Daron, puis on s'est fait secouer un petit peu aussi sur les notations. Donc si vous pouvez prendre juste 1 minute pour nous mettre une belle petite note. Mettez une sur note sur le podcast. Arrosez-nous. Ouais. Mais je pense que moi j'ai dû être top 2 une fois dans ma catégorie. Ah ouais? Une seule fois, un jour, ouais. Catégorie quoi? Entrepreneuriat. Donc affaires. Affaires. Ah, t'étais en Je sous-catégorie. crois que c'est affaires et sous-catégorie entrepreneuriat. Ah ouais, ok, ouais. Bah, ouais. Alors t'étais au moins top mais 200. Franchement, top moi 200. je faisais 1000 écoutes par épisode. J'en faisais un par jour, donc c'était pas mal. Ah bah oui, si t'as 1000 écoutes chaque en jour. audio, en audio en plus. Mais tous les jours 1000. Ouais. C'est bien. Très très propre ça. Ouais. C'est avec le concept de Kevin Kelly, tu peux vivre sur 1000 fans hardcore. Tu vois, genre, tu fais 1000 fans et tu en vis largement. Ouais. En fait, ce qui est incroyable avec le podcast, c'est que c'est un format où les gens ils t'écoutent, ils t'ont dans l'oreille. Tu sais, je t'en avais parlé, ils sont vraiment proches de toi. Et c'est dans des moments aussi très particuliers de la vie où t'as que ça à faire en fait. C'est tu fais le ménage, tu conduis, voilà. Mais aujourd'hui, on peut publier un podcast vidéo sur Spotify. L'option est disponible. Ouais. Moi, je le fais moi. Mais comment on peut le faire nous? On a un logiciel. C'est comment ça s'appelle Fanny. Alors pour faire la vidéo sur Spotify, c'est par Spotify. Ah, d'accord. En fait, faut aller sur Spotify, tu réclames les droits du podcast. Okay. Donc en gros, toi, t'as ton podcast Daron du Biz. Tu vas sur Spotify, tu dis je suis le propriétaire de ce podcast-là. Okay. Ils vont t'envoyer un mail de vérif, machin et tout. Et ensuite, une fois que c'est fait, t'auras un compte Spotify Creator. Okay. Et de là, tu publies tes épisodes et ensuite Spotify, tu sais, les récupère. Et une fois que Spotify l'a récupéré, là, tu vas dessus et tu mets la vidéo. En fait, on le fait dans un second temps une fois que l'épisode est posté. Est-ce qu'on peut récupérer tous les anciennes vidéos de tous nos podcasts et mettre la version vidéo sur nos anciens podcasts publiés? Ouais. Tu peux le faire. C'est Fanny qui en a parlé. Et maintenant, ils développent même les clips, ce qu'ils appellent les clips, c'est-à-dire les shorts. Les shorts. Ouais, ils font un truc. Ouais. Et tu peux, et du coup, au lieu de passer par Podcastix ou Ocha, tu utilises Spotify en flux RSS qui renvoie sur Apple Podcast. Ouais, mais ça, j'ai essayé, c'est de la merde. Vaut mieux une plateforme comme, parce qu'en fait, le problème, c'est les statistiques et tout, t'as aucune stat, enfin, c'est un peu, c'est pas ouf. Ok, c'est pas top. Mais du coup, est-ce qu'il faut arrêter Podcastix ou Ocha dans ces cas-là et tout plugger directement? Bah, justement, moi, je pense pas. Moi, je suis sur Ocha, qui permet de diffuser justement le podcast partout. J'ai essayé de le mettre sur Spotify, mais c'est pas, en fait, ils veulent pas limite, tu vois, ils veulent te freiner un peu. C'est chiant dans le setup et tout, c'est chiant. Ok. Donc voilà. Faut que tu fasses à la main sur Spotify vidéo, rajouter la vidéo par la suite. Ouais, c'est ça. C'est le mieux que j'ai trouvé. En fait, on pourrait directement le mettre sur Apple for Podcast directement. Tu peux. Oui, je pense que tu pourrais, mais. Parce qu'au final, ce sont les plus. Tu parles de la vidéo? Non, du son. Du son, ouais. Bah, si vous avez Ocha ou Podcast X, c'est ça, je connais pas. Mais c'est le truc, c'est pas cher. Je l'avais pris au début, parce qu'on a démarré. C'est, je crois, 100 balles l'année. Et je me dis, c'est qu'un flux RSS. Ouais. Et je suis en train de me poser la question. Peut-être que les gens qui savent nous diront en commentaire, mais vraiment, des podcasteurs. Non, mais vraiment, ça m'intéresse énormément. Parce que j'avais le podcast d'Amélie et le mien sur Ocha. Et ça marchait bien. Alors, il était pas en vidéo aussi, donc aussi, ça joue. Mais moi, je faisais des belles écoutes, top 200. Et Podcastix, putain, mais j'ai l'impression que même en mettant de l'énergie pour, tu vois, pour le son, moi, je trouve Ocha, c'est super, je trouve. Franchement. Oui, mais est-ce que ça joue dans le nombre d'écoutes qu'il peut y avoir au final? Non, je pense pas. Après, c'est vraiment le côté ultra pratique du truc. Franchement, moi, je l'ai pris pour un truc. À la base, c'était tout con. J'ai essayé Spotify. Il y a un truc qui m'a saoulé. C'est qu'à chaque fois, fallait refaire la description. Tu pouvais pas, créer une description par défaut. Ouais. Chaque fois, tu devais aller dessus, reprendre tes liens, remettre les trucs, les machins, les chapitres, tout le bordel. C'était chiant, quoi. Donc, voilà. Est-ce que tu sais si Apple prévoit de publier des versions vidéo des podcasts? Alors justement, je crois que oui. En effet, je crois qu'ils avaient dit pour juillet 2026. Apparemment, c'est dans la roadmap. Incroyable. De Apple Podcast. On se rapproche des 50 millions. 50 millions. Ouais, non, mais vraiment. Hein. Mais donc voilà, donc pour revenir à ça, tout part de 3 chaînes YouTube. Amis investisseurs. On va faire une levée de fonds bientôt. Une vidéo, du coup, c'est de l'image, du son. Et un son peut être transcrit aussi. Donc du coup, je pars de 3 vidéos YouTube. Les vidéos, du coup, on a dit ce qu'on en faisait, on les clip et ensuite on les met sur Spotify et X. Ensuite, je prends l'audio, je le mets en podcast, du coup. Et la transcription de cet audio, je le prends et j'en fais d'abord un article que je vais mettre. Donc c'est un vrai article de blog. Ça marche encore, ça?
Alors justement, en fait, c'est un article de blog, mais donc en fait, ce qu'on fait avec les articles, c'est qu'on les met sur Substack. Ok. Donc Substack, je sais pas si vous connaissez. Oui. C'est en train de prendre, c'est en gros un blog réseau socialisé. Et on les met aussi sur LinkedIn Articles et X Articles. Ça marche ça ? Ouais, ça marche bien. En Ça fait, veut dire quoi ça marche? Je vais vous dire ma théorie. Allez-y. Enfin, ça marche. On va dire que ça marche pas moins qu'un post LinkedIn que tu vois passer 10 fois par jour. Voilà. Moi, mon intérêt, c'est de faire en sorte que les gens passent un max de temps avec mon contenu. Ouais. Le problème avec les articles longs, c'est que aujourd'hui tout le monde fait du chat GPT ou du Claude et tout. Donc en fait, c'est des trucs bateaux de merde, etc. Il y a pas de perso dedans. Voilà. Vu que moi, une vidéo égale un article. En gros, je vais d'abord faire ma vidéo, type podcast par exemple, dans lequel je vais raconter mes histoires, mes anecdotes, mes manières de voir les choses, mes propres mots, etc. Et ensuite, on va juste prendre la transcription de ça et juste le mettre en forme pour en faire un article. Donc, c'est pas un truc à l'IA bidon, voilà. C'est vraiment mes mots, mes expressions, etc. On essaie de cadrer l'IA pour en faire un vrai article qui est comme si moi je l'avais écrit. Est-ce que c'est vraiment consommé? C'est ça ma question, tu vois. Genre, concrètement, il y a combien de personnes qui vont lire cet article par épisode, tu vois? Alors, ouais, justement, donc pour les articles, le truc, c'est difficile de savoir le taux de lecture, mais par contre, tu peux voir en termes d'impression, notamment sur LinkedIn. Et ça fait parfois beaucoup plus d'impressions que d'autres posts classiques, tu vois. Par exemple, le fameux post avec des photos, comment j'ai eu mes 10 premiers clients, nanana, enfin les trucs un peu bateaux, quoi. Voilà. Et moi, mon but, c'est, je veux, entre guillemets, sur ces plateformes-là, faire un contenu que les autres ne font pas, et donc un contenu long. Là où aujourd'hui, tout le monde fait du contenu court. Mais mon intérêt, si tu veux, c'est juste le fait de se dire que en gros, il faut voir ça comme un écosystème. C'est un peu comme d'une omniprésence. Okay. Le gars qui me voit sur YouTube, quand il va sur LinkedIn, il aura la version LinkedIn article. Et même s'il lit pas, en fait, ça lui met, il me voit passer, il me voit dans son truc, et il me voit passer, et peut-être demain il reva sur YouTube. Enfin, est-ce que t'es pas quand même, j'entends bien hein, cette omniprésence. Est-ce que t'es pas pénalisé quand même dans le sens où tu publies beaucoup, mais si c'est peu consommé, tu vois, et qu'il y a peu d'interaction, est-ce que t'as pareil d'être déclassé en mode, bah voilà, en fait, tu publies des trucs, mais en gros, personne ne regarde ou très peu, donc on estime que c'est pas intéressant, et au final, tu heurtes l'algorithme vis-à-vis de ton contenu, tu vois. Moi, j'y crois pas. Okay. En fait, je pense que les algos, ils ont changé. On en parlait avec Kevin d'ailleurs. Tout s'est un peu TikTokisé, c'est-à-dire qu'en gros, chaque contenu sur les plateformes sont indépendants du reste. Tu sais, c'est un peu passé, j'ai l'impression, ce truc à l'époque où tu t'abonnais à une chaîne YouTube et on te recommandait les vidéos de cette chaîne. Ça n'existe plus, ça, aujourd'hui. Ouais. Quand tu t'abonnes à une chaîne YouTube, ça fait aucune différence. En fait, un abonné, ça veut rien dire. Ce qui compte, en fait, c'est simple. C'est, tu vois un podcast des Darons du Biz. Demain, on va te recommander un podcast des Darons du Biz. Si tu le regardes pas demain, bah, on te recommande autre chose, en fait. Ça va très vite. Totalement. Que tu sois abonné ou pas, en fait. On s'en fout. Et c'est très juste. En fait, est-ce que la pièce de contenu que tu as créée est un bon contenu en tant que tel? C'est ça. Et that's it. C'est vrai que tu fais une recherche que maintenant, t'as même le visuel. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, les gens qui sont sur ta chaîne, qui te suivent, cette vidéo va leur être poussée sans qu'on fasse grand-chose. Ouais, c'est ça. Simplement parce qu'il y a écrit ton nom et qu'il y a ton visage. Donc, des gens qui viennent de chez toi vont lire cet épisode. Après, d'autres contenus de Daron du Biz vont leur être poussés. Ouais. Puis, il y en a qui vont découvrir et qui vont continuer à consommer le contenu. Et puis, si l'algo se rend compte qu'une fois on te propose, tu cliques pas, une deuxième fois, une troisième fois, bon, toi, c'est pas pour toi. Voilà, ça passe à autre chose, quoi. Et puis, si t'es abonné, allez, peut-être un jour, t'auras une notif qui va te rappeler qu'il y a un épisode qui est sorti et tu vas aller le voir. Et puis, du coup, tu seras de nouveau dans la boucle. Ouais. Mais, honnêtement, la majorité des vues, c'est pas les abonnés, hein. De toute façon, vous le voyez, la fameuse stat, il y en a que 15%. 95% des gens qui regardent les vidéos sont pas abonnés. Voilà, c'est d'ailleurs, abonnez-vous, ça nous fera plaisir. Oui, abonnez-vous parce que Claude Code m'a conseillé de dire aux gens qui nous regardent. On le dit jamais. Ouais, on le s'abonner. Ouais. Abonnez-vous. Pourquoi ils devraient s'abonner? Bah parce qu'il faut qu'on puisse faire notre exit à 50 millions. On a déjà reçu une proposition à un chiffre, je peux pas tout dire. À votre avis, quel est le prix de la proposition? Alors, on avait une proposition qui n'était pas assez indécente. Non. Et nous, il faut qu'on aille dans l'indécence. Voilà. Mais abonnez-vous, on vous en dira plus tard. Mais par contre, clairement, plus tu fais du volume et s'il est qualifié, il est de qualité, pardon, il se classera. Moi, j'ai des gens, des fois, qui voient mes posts LinkedIn que j'ai postés il y a 2 semaines. Ok, d'accord. Donc, non, faut poster.
Faut poster. Ouais, moi je suis assez en phase. Tu fais pas beaucoup, parfois tu fais vraiment très peu de vues. C'est pas du tout une critique, hein, mais des fois tu fais des belles vidéos qui sont très bien léchées et parfois très peu de vues. Ouais. Et je trouve que c'est bien quand même parce que là-dedans il y a des clients. Exactement. Les vues ne veulent pas dire les clients. J'ai fait une vidéo qui avait vraiment explosé à l'époque. Elle avait fait 200 000 vues dans la niche du business en ligne. C'est pas mal, francophone en plus. Mais c'est pas celle qui m'a rapporté le plus de clients. Hein. Ouais. Et j'ai des vidéos qui ont fait même pas 1000 vues et je sais que des clients viennent de là spécifiquement parce qu'on utilise des moyens pour suivre. Et elle m'a fait peut-être 2-3 clients une vidéo qui fait 1000 vues, quoi. Tu vois, donc ça veut rien dire les vues. Clairement, c'est la pire stat à regarder, quoi. Ouais. Est-ce que tu fais toujours de la publicité aujourd'hui ? Ouais. Et par rapport à avant, comment ça se passe ? Est-ce que les budgets ont explosé ? Il y a beaucoup de concurrence. Il y a des plateformes qui ont évolué. Il y a le nouvel algorithme de Meta qui s'appelle Andromeda. Ouais. Certains adorent, certains sont tristes et pleurent. Quel est ton avis sur tout ça ? Et c'est quoi ta stratégie d'acquisition payante ? Alors, l'acquisition payante, c'est toujours le même principe. Aujourd'hui, j'ai vraiment deux stratégies. C'est retargeting sur les abonnés, donc créer du contenu le plus possible et recibler, on va dire cibler ceux qui regardent mon contenu. C'est le plus qualifié. Tu publies toujours, par exemple, sur Insta ou autre ? Ouais, Insta. Alors, Insta, on fait des clips uniquement. C'est ça. En fait, mon focus, comme je vous disais, moi, je le mets sur les chaînes YouTube. Tout part de YouTube. D'accord, mais en gros, mon seul focus, c'est quand je crée du contenu, c'est je veux qu'il soit optimisé pour YouTube. Après, le reste, on l'optimise, machin, on utilise ce qui existe déjà, mais je mets pas beaucoup d'énergie. Voilà. Tu crées pas du contenu spécial short. Enfin, spécial. En fait, non, voilà, je l'adapte à la plateforme pour qu'il soit le plus adapté possible à la plateforme, et je ne fais pas, je fais pas des shorts. Enfin, je prends pas mon téléphone et je fais des shorts. Ça n'arrive jamais. Et tu traques les ventes là-dessus ? Oui. Et c'est intéressant de le faire ? Et Insta, honnêtement, ça rapporte rien. Mais en fait, c'est compliqué parce que, tu vois, début d'année, j'ai fait un appel à l'action, j'ai fait une story pour un consulting que je lançais. Et en fait, j'ai eu 2 ou 3 clients, je sais plus, en une story, tu vois. Mais en fait, je faisais jamais d'appel à l'action sur Insta. Et donc, en fait, je sais pas, il y a des gens de YouTube, ils vont sur mon Insta, ils me suivent de temps en temps, ils sont là, ils sont un peu cachés, tu vois. Puis de temps en temps, tu fais une story et tu dis je fais un événement, je cherche 2 personnes, voilà. Et puis en fait, t'as des gens qui te répondent et tu fais des clients. Donc, c'est impossible à mesurer, tu vois. Mais par contre, le lien le plus cliqué sous mes vidéos YouTube, c'est mon Insta, pour info. Et le deuxième, c'est mon LinkedIn. Malgré le fait qu'il soit en bas de la description. Ah, intéressant. Ouais. Donc, c'est les 2 liens les plus cliqués. En fait, les gens sur YouTube, ils sont là, ils regardent, et en fait, réflexe, je vais voir le Insta. Je sais pas si vous le faites aussi quand vous regardez des chaînes YouTube. C'est parce que je pense que tu te dis des choses de toi, personnelles, que tu racontes ta vie, ton histoire. Donc, du coup, les gens veulent en savoir plus. Et ce qui marche aussi en podcast, tu vois. Ouais. Tu vois. Alors que nous, tu vois, on a vu qu'on a, dans Daron du Biz, on a beaucoup d'invités. En fait, on parle de moins en moins de nous. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on reparle. C'est vrai, faut qu'on fasse un petit épisode en amoureux. Ouais, exactement. On raconte notre vie et tout. Parce qu'en fait, je me rends compte que les gens ne savent. Toi, avant, je faisais beaucoup de stories sur Insta, jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'au final, quand je les traquais sur le challenge, ça rapportait quasiment pas de vente. Donc je me suis dit, alors j'aimais bien, tu vois, le faire, mais je me suis dit, je vais arrêter de mettre de la charge mentale sur ces stories qui génèrent beaucoup de commentaires, beaucoup de vues, beaucoup de messages. Ça vend pas. Donc, il y a un moment, donc j'ai arrêté. Mais c'est vrai que j'ai perdu le fil avec quand même, tu vois, une audience qui ne me connaît plus parce que je ne parle plus de moi. Oui. Alors, prochain exercice, on va se faire un petit briefing avec Claude et on va tenter de faire l'épisode le plus vu en duo qu'on ait pu faire ensemble. Ah, ça c'est un sacré. Vous avez fait un épisode avec vos femmes ou pas ? Oui, on a fait 2 ou 3. On a fait 2 ou 3 déjà sur les darons du biz. Oui. Ça, généralement, c'est des épisodes qui marchent très bien. Ça permet de connaître aussi un peu votre personnalité. C'est vrai que c'est bien. Toi, ça en a fait aussi, non ? Ouais. Moi, du coup, maintenant, j'ai une série de vidéos. Il y en a 3 pour l'instant. Mais l'idée, c'est de continuer cette série parce qu'en fait, c'est le truc qui. En fait, les gens me disent qu'ils le regardent en couple. Ah, d'accord. Oui, mais vraiment. Hein, mais c'est comme Margot Cunego et Manoa Labranche. Ils ont fait un truc tous les deux. On vous embrasse. Et ça marche très bien. Ils sont bons et en fait les couples. Bon, leur podcast. Parce qu'en fait ils racontent des trucs de leur vie perso, mais aussi business. Et donc les couples ils regardent et tout, ils veulent savoir. Clairement. Et vraiment, moi j'étais assez surpris, mais en fait vraiment les gens me disent j'ai vu ça. Du coup j'ai dit à ma copine de le regarder. Du coup on le regarde ensemble. Enfin.
ça crée un truc assez ouf. Ouais, c'est vrai. Mais non, Daron Dubis prend beaucoup d'espace, mais je me dis si je lançais c'est bien d'avoir son branding aussi chacun personnel, le faire avec mes enfants. Tu vois, personne fait ça. Il y a Alex Villani qui le fait un peu. Alexandre Villani, Body Time, il le fait un peu. Et je pense que je crois que les gens qui le suivent pour son inspiration de vie de famille, ça doit être énorme. Plus que le fitness, tu vois. Oui. C'est inspirant vis-à-vis de sa vie. Quand tu regardes, quand il publie du contenu, les gens, trop inspirant, trop stylé, machin. Il a vraiment dépassé très largement le stade de fitness. Ouais, clairement. Ouais, en effet, très intéressant. On va bosser là-dessus sur notre petit épisode en duo. C'est vrai que ça me manque, ça. Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait une petite dinguerie tous les deux. Ça peut être rigolo de remettre un peu l'église au centre du village. C'est quoi la différence entre un tunnel de vente qui convertit et un tunnel de vente qui fait un flop et qui crame du cash? Positionnement, première chose. Mauvais positionnement. Deuxième chose, incompréhension des chiffres. Positionnement, tu peux détailler pour Ouais. En gros, si le tunnel de vente convertit pas, c'est que tu sais, en fait, t'as raté. En gros, tu tapes pas au bon endroit. Donc, que ce soit la douleur, que ce soit le client type, que ce soit, en fait, on connaît jamais assez bien son client cible. Et c'est pour moi, au début, la première erreur, c'est toujours des gens qui ne s'adressent pas bien au marché, en fait. Il tape à côté, en fait. C'est vraiment le premier truc. Alors, tu veux dire quoi? Dans la façon de parler ou sur le marché? Tu vois, sur l'existence, en fait, d'un marché. La façon de parler. D'accord. Donc, en fait, tu penses qu'on peut craquer, enfin, pas craquer, mais on peut être sur tous les marchés? Ouais. Vraiment. En fait, comme tu dis, craquer, c'est un très bon terme. Je pense que tu peux craquer, entre guillemets, le code de chaque marché si tu trouve vraiment, tu vois, le marché, enfin la façon de parler à un certain groupe de personnes qui sont ceux qui sont les plus acheteurs, les plus demandeurs, les plus voilà. Et en fait, ça, généralement, quand tu tapes à peu près bien, tu vas avoir des clients. 80% petit à petit, tu peux affiner avec le temps. Plus tu as de recul business, plus tu peux affiner et connaître ton client et te dire ah oui, en fait c'est eux qui ont le plus grand besoin, c'est à tel niveau de vie, à telle période dans leur vie, par exemple d'entrepreneur, etc. Pour moi, c'est vraiment un problème de positionnement bien souvent. Les gens, ils pensent qu'il faut s'adresser à tout le monde. Souvent, le réflexe, c'est je tape large et du coup, tu t'adresses à personne, quoi. Par exemple, tu accompagnes des débutants. Entre autres, quand tu as des gens qui te proposent tu vois, une idée, ils démarrent et tu te dis putain mais là il n'y a pas de marché. Est-ce que ça t'arrive de te le dire, tu vois? Parce que nous avec l'expérience on sait quand même là où il y a des marchés, là il n'y a pas de marché. Évidemment on s'est déjà trompé. J'ai déjà dit à des gens non, je pense pas qu'il y ait un marché là-dessus, tu vois. Et au final les gens ils ont ils ont pas fait des business à millions, mais ils ont quand même tu vois fait des business à dizaines de milliers. Toi tu penses qu'on pourrait sur l'idée de quelqu'un, si c'est bien amené, il peut vendre, ou vraiment, tu vois, c'est plus, est-ce qu'il y a un marché ou pas à la base? En fait, pour moi, il y a un marché s'il y a un vrai problème. Mais quand je dis un problème, ça veut dire que, en gros, c'est un problème pour lequel les gens sont prêts vraiment, vraiment à faire des efforts pour le résoudre. Tu vois, c'est un vrai problème. C'est limite, tu dors pas la nuit, tu vois. C'est un vrai problème. S'il y a ça, il y a un marché 100%. C'est le seul critère, en fait. Oui. Tu pars du client et voilà. Si tu me dis, je sais pas, je fais des formations pour faire un bon café, pourquoi pas, mais du coup... C'est niche. Tu vois, c'est niche, mais pourquoi pas, mais là, ce sera trop dur à vendre parce qu'en gros, c'est trop large. Et c'est là où il faut se dire, ok, très bien, mais du coup, c'est quoi le problème que tu résous? Réfléchis en mode problème. Dans ce cas-là, le bon problème, ce serait, ok, qui, dans le monde du café, a un problème, un vrai problème? Peut-être que c'est un gars qui a déjà essayé depuis longtemps de faire du café et il en a marre de boire du jus de chaussette dégueulasse, tu vois. Il se dit, putain, comment on fait du putain de bon café, tu vois. Et c'est eux qu'on va aller cibler. Et donc, après, il faut essayer de parler leur langage. Ces mecs-là, qu'est-ce qu'ils pensent tous les matins quand ils boivent leur jus de café dégueulasse? Qu'est-ce qu'ils veulent? Tu vois, c'est quoi leur truc? Il y a peut-être un marché, mais peut-être qu'il n'y est pas, donc il faut regarder. Alors, je vous invite, moi, parce que j'ai fait de la recherche sur ce marché. Ok. C'est un vrai truc, ça. C'est un vrai truc. Ah, vous allez, il y a des chaînes YouTube sur le café et vous allez découvrir un monde absolument incroyable. Bah voilà. Mais vraiment, c'est technique. Il y a beaucoup de contenu. La cafetière, là. Il y a une cafetière dont j'ai oublié le nom qui coûte une fortune. C'est juste, t'as le logo qui fait ça, ça coûte une, En fait, ça, tu vois, c'est un peu des niches type passion. Et pour moi, la passion, n'est pas une bonne chose pour un marché.
Par contre, quand ta passion, elle devient si obsédante ou obsessive, plutôt obsessive, que ça te crée des problèmes, là, c'est un marché. C'est ça. C'est-à-dire, en gros, t'es tellement passionné de la guitare que putain, t'as l'impression d'être une merde parce que tous tes potes, ils savent jouer de la guitare. En fait, ça commence à atteindre ton amour propre, tu vois, ton estime. Tu dis putain, là, il faut vraiment que je trouve une solution. Ça devient vraiment dur personnellement. Eux, ils peuvent acheter. Et même donc, très cher, même. Donc, typiquement, marché de la guitare. D'ailleurs, on avait un pote dans un mastermind, je sais pas si tu étais, Edouard, qui a un bon site, justement, sur la guitare. Donc, en fait, toi, si, selon ton raisonnement, vaudrait mieux s'adresser à des gens qui font déjà de la guitare. 100%. Plutôt que toucher des gens qui veulent en faire. En fait, oui, clairement. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la différence avec le marché qui a mûri et maintenant on peut toucher des gens qui sont déjà dedans. Mais c'est en fait, tu peux toucher ceux qui veulent, qui réfléchissent à en faire, mais ça va être des clients chiants parce que voilà, ils ont plein de croyances, plein de machins, plein de trucs. Généralement, ils sont pas prêts à investir beaucoup d'argent et il y a pas de problème. Donc en gros, il faudra mettre beaucoup d'efforts marketing, beaucoup de compétences marketing pour essayer de les convaincre d'acheter un truc à 50 balles. Versus le gars qui a un vrai problème, lui, il est déjà tellement chargé émotionnellement que tu lui dis écoute, c'est simple, j'ai la solution à ton problème, tu vois. Et par contre, ça coûte 2000, mais ton problème, il sera résolu. Et en gros, le débat, il est plus sur, du coup, je m'adresse à ces gens-là, donc positionnement, et ensuite, comment je touche ces gens qui sont dans la douleur, en fait, plus que toucher n'importe qui, tu vois. Mais pour moi, tu fais ça, tu peux, dans n'importe quel domaine, hein, clairement. Dans le business en ligne et la vente de formation, d'accompagnement à étiquette, on peut vendre à 2000, 5000, 10 000 euros, parfois plus. Quand est-ce que c'est justifié et quand est-ce que ça devient abusif? Et c'est quoi ton produit le plus cher, tiens? Produit plus cher, autour de 30 000. Ouh là là! Pour quelque chose pour quelque chose qui dure. Non, mais c'est même un peu plus parce que si on prend à l'année. Enfin, en fait, le plus cher actuellement, moi, que j'ai, c'est 6 000 euros par mois. Voilà, en gros. Donc après. J'ai vu passer ça, accompagnement full avec toi. Consulting en one-to-one, etc. Donc après, en fonction de la durée pendant laquelle la personne reste abonnée, ça peut être, tu vois, si tu fais 6 000 x 12, bon, c'est un peu gonflé comme exemple, mais voilà. En fait, là, ils ont accès à toi sur WhatsApp et ils peuvent te demander des trucs quand alors ils c'est veulent. pas WhatsApp, mais c'est un canal privé, dans lequel ils ont accès à moi en direct, one to one. Ils réservent un call, ils ont un Calendly pour eux, ils réservent un call et on échange par message au quotidien, quoi. Ok. Donc, en gros, pour moi, quand est-ce que ça devient abusé? Je sais pas s'il y a. Je pense que ça devient abusé si personne achète l'offre, en fait. Enfin, après, c'est l'offre et la demande. S'il y a un gars qui est prêt à acheter. C'est que peut-être l'offre est au bon prix. Enfin, j'imagine. Bon, après, on a eu des exemples de gens qui vendent des offres à $1 million. C'est peut-être. Faudrait voir si voilà. Mais bon, je sais pas. Moi, je sais qu'il y a des Américains aujourd'hui qui commencent à vendre des offres autour de 70 000, 80 000 euros les masterminds, à l'année, enfin dollars à l'année. Mais il était Russell Brunson, il est déjà dans ces trucs-là. Hein. C'était 50 000 $, je crois, lui. Et lui, en fait, il avait la particularité, c'était que si tu renouvelles pas, t'es blacklist à vie, en fait. C'est pour ça qu'il appelait Inner Circle for Life. C'était en gros, tu rejoins, mais si tu renouvelles pas, après, c'est terminé. Si tu renouvelles, ou alors c'est terminé à vie, tu vois. En fait, tu vois, le gars, il te met une pression, genre, attention, parce que si tu renouvelles pas, c'est terminé, c'est blacklist, quoi. C'est incroyable. Je sais plus qui m'avait dit qu'il avait été justement à son mastermind et que justement, ça montait par palier, hein. Parce que je crois que le mastermind à 50K, il est même pas dedans. Hein. Il passe une tête à un moment. Coucou les gars, tu vois. Si, je crois qu'il y est celui-ci. Dans celui-là, ou alors c'est dans celui à 20 ou à 30 où il est pas. Ouais, maintenant ils ont tellement d'offres que je t'avoue que. Après, il fait des offres, c'est plus élevé. Et les mecs, ils se battent, ils sont avec leur carte bleue, tu vois. Vas-y, c'est pas un peu fini ça. J'ai l'impression qu'avec Sormosi, il a rincé le marché. Enfin, pas rincé le marché, mais il a pris toute l'attention. Donc j'ai l'impression qu'à mon avis, Russell Brunson doit pas faire. Peut-être qu'il est plus dans son coin. J'avais le débat avec des amis, mais pour moi, c'est Hormozy, on dirait pas, mais ça reste quand même niché. Enfin, tout le monde ne sera pas client chez lui, tu vois. On a l'impression que c'est le gars qui prend tout, mais je trouve il y en a qui font des chiffres énormes dans l'infoproduit. C'est Dean Graziosi que vous devez connaître. Dean Graziosi. T'es sûr de ça? Mais Dean Graziosi, c'est un monstre. T'es sûr de ça? Mais bien sûr. Parce que moi justement, c'est un truc de malade. Je me suis dit c'est un monstre, donc j'ai regardé tout son tunnel. Je me suis connecté sur le Zoom. On a été 50.
Non, mais tu sais qu'ils avaient fait le live, ils avaient fait en live, ils avaient documenté le lancement qu'ils avaient fait à l'époque. C'était Robbins. Ça faisait partie des premiers challenges qu'ils faisaient. Mais c'était 13 millions en 24 heures. 13 millions. Oui, mais ça, c'était il y a 4-5 ans. C'était il y a 4-5 ans. Et ensuite, ils ont continué de faire plein de trucs comme ça, etc. Ils en font très régulièrement. Ils font des nouvelles offres tout le temps. Et c'est des centaines de milliers de personnes. Hein. Attends, j'ai l'impression que moi, de ce que j'ai regardé, justement, il est cramé. Ah non, pour moi, non. Ah bon? Ouais, non. Clairement pas. Okay. Pour moi, ils brassent énormément. Okay. Et en plus, ils sont pas cons parce qu'ils ont créé des trucs par abonnement, machin. Enfin, à mon avis, ils sont pas à plaindre, quoi, tu vois. Oui, voilà. Ils sont pas à plaindre, ça c'est sûr. Mais en fait, il y a toujours eu des périodes où il y a des gens à la mode. Aujourd'hui, c'est la mode d'Hormozy, mais avant, il y a quelques années, c'était Iman Gadzhi. Ensuite, il y a eu, je sais pas. Le mec de School, là. Sam Ovens. Ouais, Sam Ovens. Il y a eu l'époque Sam Ovens. Et puis Russell Brunson. Russell Brunson, il a eu son époque aussi. Donc en fait, c'est des modes. Hormozy, c'est actuellement, mais Hormozy, à un moment donné, c'est comme tout le monde en fait, c'est inéluctable. Et il y a Cody Sanchez aussi en ce moment qui est très fort. Il y a eu la période Ali Abdal aussi un petit peu, un peu moins infopreneur, mais voilà. C'est en fait Hormozy, ça reste l'un des gros, mais c'est pas celui qui prend tout le marché, loin de là. Est-ce que le prochain, ce serait pas Rémi Jupil? Oula. En France, dans la francophonie, je sais même pas si j'ai cette vocation à être le number one. Ça m'intéresse pas. Ouais, tu fais ton truc. Moi, ça m'intéresse pas. Ça vous intéresse, vous? Non. Moi, je vais revendre. Quand on va revendre à 50 millions, ce sera bien. Exit. Une petite exit. Franchement, un exit, c'est bien. Hein. Exit. Ensuite, voilà quoi. On profite de la vie. Mais toi, je pense que le numéro 1, c'est pas un bon truc à aller chasser parce que numéro 1, t'es leader de ton marché et être un leader de marché, c'est un enfer. T'es visible, t'es exposé. C'est un enfer. T'es attendu. Et à un moment, tu seras plus leader. Et puis tu ne peux que redescendre. C'est ça. Voilà. Donc tu seras pas bien. Et quand t'es leader, tu vois plus les changements, tout ça. Donc, après, est-ce qu'on n'est pas des rageux à penser ça? Est-ce que le numéro qui nous regarde en disant ça, il se dit numéro non quoi. C'est-à-dire que par exemple, nous on est un peu hybride, tu vois. On a un podcast, donc du coup c'est. Est-ce que t'es le numéro 1 du podcast à Grand-Bay dans la niche business? Peut-être que la niche francophone business à Grand-Bay. Tu vois, en fait, on parle attendu, attention. Non, il y a Esprit Maverick qui nous concurrence. C'est vrai, on est en concurrence avec Esprit Maverick. Mais c'est ça, en fait, c'est déjà on est en concurrence par rapport à quoi? Et je pense que le plus gros curseur pour nous, et puis je pense que tu peux compléter, c'est prendre du plaisir. Prendre vraiment du plaisir, avoir un niveau de liberté et de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, bien gagner aussi bien sûr, c'est important, mais je crois que c'est ça le curseur le plus important. Puis je pense que c'est fini un peu la période de la comparaison. Oui. Tu sais, il y a eu des périodes où quand même tu vois, on était beaucoup à se comparer. Ça c'est vous ça. C'est nous. C'est pas enfin, c'est vous et nous. Enfin, nous qui sommes là depuis longtemps. Oui. Mais les nouveaux, je peux t'assurer qu'ils se comparent. Hein. Ah oui, 100%. Parce que qu'on a plus d'expérience, on est plus vieux que. En fait. Quand t'as fait tes preuves dans un domaine, quand t'as un peu de bagage, quand t'as de la maturité aussi, tu dis bon, enfin voilà, tu vois, tu te compares moins. Ouais. Mais quand tu démarres, surtout que tu cherches le modèle qui te convient, quoi. Tu cherches, est-ce que je vais faire un tunnel, un webinaire, un challenge, un machin, tu sais pas, quoi. Donc. Oui, en fait, tu penses que c'est pas lié à une mode, mais c'est lié plutôt à ton cheminement personnel de chacun. Okay. Ouais, je suis quasi certain de ça. C'est lié à ta maturité, en fait. Okay. Maturité business. Okay. Ton slogan, c'est profit, liberté, no stress. Ça sonne bien en marketing, mais concrètement, c'est quoi ta semaine type à Maurice? Alors, semaine type, il y a pas de semaine type, tu vois. Hier, j'ai pas bossé. Hier, je me suis levé, on revenait, parce qu'il y a 2 jours, on a fait un repas ensemble, etc. Je me lève le lendemain matin, je dis j'ai un peu la flemme et tout. Du coup, j'ai pas bossé. Je suis allé faire un peu de tennis. un petit peu de tennis, tu vois. J'ai quand même tourné une vidéo parce que j'avais envie de le faire. J'ai pas bossé, tourné une vidéo. Mais en fait, justement, c'est ça qui est incroyable, c'est que en gros, dans le format podcast dont je vous parlais, je me dis tiens, je suis bien, il fait bon, il commence à faire bon à Maurice. Là. Oui, là ça y est. Ouais, c'est température le matin, c'est agréable et tout. J'étais sur ma terrasse. Petit café, etc. Soleil, golden hour, mais du matin, là. Et je me dis, tiens, j'ai envie de parler d'un truc, ça m'intéresse. Et je lui dis, comment rencontrer des millionnaires, tu vois, c'était le sujet de la vidéo. Et je me dis, tiens, pourquoi pas. En plus, ça faisait écho à la soirée qu'on avait fait la veille. Je me disais, tiens, c'est fou parce que des soirées comme ça, il y a plein de gens successful, probablement de nombreux millionnaires concentrés, tu vois. Je me disais, tiens, je vais faire une vidéo, je vais parler de ce qui s'est passé un peu hier soir, etc. Et voilà. Et après 30 minutes, je fais ça. Et après, j'ai profité. Donc, il n'y a pas vraiment de semaine type. Et je pense que la semaine type, de toute façon, c'est
c'est un peu ce qu'on a voulu fuir, quoi. C'est la semaine type, c'est voilà. Finalement, ce qu'on veut, c'est ne pas avoir de semaine type. Après, j'aime bien, je suis focus le matin et après le soir, paddle, sport, tennis, ça dépend. C'est quoi le truc le plus dur à Maurice que personne ne dit? Le truc le plus dur que personne ne dit en plus. Ouais, à part choisir entre le tennis et le paddle. que Alex Lawel est nul au paddle. Ça, il est prévu Alexandre Lawel sur ce podcast ou pas? Mais il faudrait, il faut le sortir de sa grotte. Ça serait bien. Eu, toi? Ça, ce serait bien. Non, je le travaille au corps. Ah ouais, il faut faire revenir. Mais ouais. J'aimerais bien parce que ça peut être pas mal. Ah ouais. Le truc sur Maurice que personne ne dit, c'est compliqué, des choses que personne ne dit. Moi, j'aurais dit la distance avec la famille, mais c'est le truc, le bateau que tout le monde dit, du coup. C'est ce que tu penses. Je sais pas si tout le monde dit ça. Ouais. Et vous, c'est quoi? Vous l'avez déjà dit, ça? Le truc dur à Maurice que personne ne dit, votre avis sur ça, c'est quoi? Il fait trop chaud. Ah ouais, il fait trop chaud. Je retourne le podcast. Non, mais je sais pas, il y a rien à dire de. Non, mais je sais pas, ouais. En fait, c'est vrai que c'est fou, mais quand tu creuses, c'est juste. Je trouve que c'est même nous des fois qui nous cherchons des problèmes, alors que c'est incroyable en fait. Tu vois. Ouais, moi j'ai pas grand chose à dire là-dessus à part que c'est cool, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. On va pas se plaindre. Ouais, clairement. Est-ce que t'as déjà eu envie de tout arrêter? Ouais. Ah ouais? Plusieurs fois, ouais. Ah ouais? Ouais, plusieurs fois. Ouais, t'es du style, vas-y, j'arrête. Je suis du style à me poser pas mal de questions pour essayer de savoir, pour essayer de trouver le modèle qui me plaît le plus. Pour aussi mon côté perso, etc. Donc souvent, je me pose des questions. Est-ce que j'ai toujours envie de faire ça, etc. Et j'ai d'ailleurs souvent un peu cassé ce que j'avais fait pour repartir à zéro sur un truc qui me plaisait plus, aligné personnellement, etc. C'est comme ça d'ailleurs que je suis passé de l'e-commerce à faire ensuite des formations e-commerce, à ensuite faire des formations tunnel de vente. À chaque fois, en fait, c'était, je repartais entre guillemets de zéro. C'est pas du tout la même cible, quoi. Donc là, tu pourrais décider d'arrêter de faire ça, de ce que tu fais aujourd'hui, pour aller sur autre chose. Ouais, je pourrais, je pense. Okay. Tôt ou tard, je le ferai. Ouais. Et t'as des idées? Logiciel, peut-être. Faire un logiciel. Et après, moi, là, ce que j'ai envie de faire, c'est création de contenu. Ouais. Moi, mon vrai challenge, là, c'est d'arriver à générer ce que je peux générer en pub, mais en contenu. En organique. Tu vois, donc gagner beaucoup d'argent sans publicité, avec le contenu et en étant smart avec la relation client sur le long terme, créer des offres pour moins de clients, du coup de nouveaux clients, mais plus long terme, tu vois. Mais donc, est-ce qu'on peut créer plus d'argent avec l'organique qu'en pub sans en perdre? Moi, je pense que plus d'argent, en termes de vitesse, non. En termes de long terme, oui, je pense. Attends, tu penses qu'on peut créer plus d'argent en organique qu'en pub? Ouais. Sur le long terme. Sur le long terme. Ouais. Mais pas en court terme. Je suis assez d'accord parce que quand tu regardes un peu l'impact, parce qu'on parle souvent des influenceurs, mais je pense que nous on influence plus que la majorité des influenceurs parce que par exemple des gens qui peuvent nous suivre sur Daron du Biz ou autres et qui font des choix de vie parce qu'ils ont été influencés sur le fait que nous on est à Maurice, imagine l'impact financier et l'impact tout court d'un tel choix et de ce niveau d'influence. Et tu peux pas convaincre des mecs de venir s'installer à Maurice si t'as pas justement une marque personnelle suffisamment forte et crédible pour qu'ils le fassent. Donc à long terme, quand tu vois l'accumulation de gens par exemple qui viennent ici ou qui se lancent ou qui veulent nous rencontrer, etc. Mais ça c'est l'effet cumulé. Et de créer autant de déclics en si peu en court terme avec de la pub, tu peux pas y arriver. On l'a bien vu quand on fait des challenges d'expatriation, l'impact est moins fort que l'effet cumulé de ces thématiques sur les autres. Alors oui. Moi je fais de la pub c'est récent, depuis 2020. Avant je faisais pas de pub. Tu faisais pas de pub avant? Non. Tu faisais comment tes clients? Organique. Ok. Donc en fait de 2014 à 2020 pas de pub. Ouais. Et parce que je disais, j'étais un zozo comme on peut voir sur LinkedIn aujourd'hui. Ah, mais regardez, je fais 500K l'année sans pub. Ça veut dire que je suis trop fort. À quel point je suis stylé. En fait, non, t'es complètement con. C'est que tu t'investis pas en pub et tu pourrais faire beaucoup plus, tu vois. Et depuis que j'ai mis le nez là-dedans, à chaque fois que je vois quelqu'un qui va dire, je fais que de l'organique, en fait, tu perds beaucoup d'argent. Parce que si t'investissais, en fait, en organique, tu peux pas toucher tout le monde. Tu peux pas décider de quand est-ce que tu vas toucher la personne. Ouais. Alors que tu as ton contenu organique qui continue, tu recibles en pub, rien que ça, tu vois, tu es obligé de faire plus d'argent.
Alors oui, si tu recibles les gens qui te suivent, ça c'est le meilleur combo. Je pense que ça c'est un petit budget à mettre, c'est pas grand chose. C'est vraiment des budgets peanuts, c'est genre 5-10 euros par jour. Tu cibles déjà des dizaines de milliers de personnes dans ton audience qui te suivent. Oui, mais par contre, si tu veux renouveler, tu vois, un des bons systèmes, c'est aussi investir massivement en pub. Évidemment, tu vas être moins rentable sur la publicité, mais que sur du trafic qui est méga bouillant. Ça te permet en fait de financer une partie de cet investissement, tu vois, d'une nouvelle audience qui après, tu vois, nourrit le. Ouais. Moi, je pense que à long terme, si tu fais, enfin, clairement, moi, ce que je recommande aux gens qui démarrent de zéro généralement, c'est de faire de la pub à 100%, parce qu'en fait, le gars qui démarre en création de contenu, il tiendra jamais. C'est trop dur, c'est trop mental. Je veux dire, rien qu'organiser un podcast comme ça, vous voyez l'énergie que ça demande. Tout le monde ne peut pas faire un podcast. Ouais. Et à chaque fois qu'on ramène des gens sur des plateaux de podcast, ils disent putain, je pensais pas qu'il y avait autant de setup. Tu vois, personne se doute du setup que ça demande. Ouais. Donc, en fait, le contenu, c'est très long. Et la pub, ça permet de se lancer. Mais à long terme, je pense que le contenu est plus intéressant et plus rentable parce que, c'est de la marge. Et on sous-estime l'impact de la pub sur la marge, tu vois. Donc, c'est énorme. Et donc, tu ne peux pas perdre. Tu ne peux faire que du plus. C'est-à-dire, quand tu démarres le mois, ça peut être que positif, obligatoirement. Donc ça, déjà, c'est bien. Et après... y a un livre, moi, qui m'a beaucoup impacté, je trouve. Enfin, c'est surtout le début du livre, ça s'appelle Company of One, qui explique en fait que toutes les entreprises n'ont pas à vocation d'être scalées à l'infini, tu vois. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure dans la publicité. Moi, ce que je cherche à trouver maintenant, je pense l'avoir trouvé, c'est le parfait équilibre en fait où deux courbes se croisent entre croissance et ROI. Et en fait, il y a un moment donné, vous avez dû le voir, où la publicité perd de rentabilité. C'est-à-dire, en gros, pour aller chercher 20% de plus de CA, faut que tu dépenses 50% de plus, tu vois. Tout à fait. Et du coup, ça devient moins productif. Là, ça devient moins efficient. Et en fait, moi, ce que j'essayais de faire, c'est donc à long terme, c'est le contenu, mais ce que j'essaie de faire, c'est trouver le point d'équilibre. Genre, c'est quoi le max que je vais dépenser sans me dire je vais dépenser 2000, 3000, 4000, 5000 par jour, tu vois. Non, c'est quoi le max en termes de ROI versus volume? Enfin, pas versus, mais ROI et volume. Ouais. Ça se croise à ce moment-là. Et ensuite, du coup, je maintiens ce cap. J'ai un flux de nouveaux leads au meilleur coût en termes de ratio volume-coût, etc. Et après, je travaille le long terme, la valeur long terme d'un client, en créant des nouvelles offres à ses clients, et je booste le rendement comme ça, plutôt que de booster le rendement et de vouloir aller super vite en dépensant 2 fois, 10 fois plus, etc. Voilà. Alors, du coup, je te pose une question, parce que nous, sur les challenges, les premiers qui opt-in sont vraiment ceux où on est les plus rentables. Ouais. Et les derniers, on est sur des ROI beaucoup plus bas. Mais pourquoi ne pas continuer à investir tant que de toute façon, tu ne perds pas d'argent? En fait, pour moi... il y a un moment donné où tu veux aller trop vite par rapport à ton marché qui est limité. Ça, c'est une théorie, je peux pas le valider. Mais en gros, on a cette croyance en ligne que notre marché est infini. T'as l'impression que tu peux scaler à l'infini sur Meta parce que peu importe la pub que tu vas mettre, il va te le prendre. Oui. Donc tu peux lui donner 100 000 euros par jour, il va te les encaisser. Tu vois. Donc du coup, t'as l'impression que ton marché, il est infini en fait, qu'il n'y a pas de fin. Voilà. Mais il y a forcément une fin. Il y a forcément un moment donné où ta publicité, elle va être vue 2 fois, 3 fois, 10 fois. Il y a forcément une limite, tu vois. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il va faire Meta? Parce qu'il va te le cramer ton budget. Donc à un moment donné, quand tu t'approches de cette limite, il va pas te dire je peux pas dépenser. Il va te dire, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller toucher des gens plus larges, qui sont moins intéressants, moins qualifiés, pour aller te cramer le budget là où il peut le cramer. Et du coup, ton ROI global baisse, tu vois. Et en fait, l'idée pour moi, c'est d'essayer de trouver ce truc où, vu qu'un marché, ça se renouvelle, il y a des nouvelles... moi, je prends souvent l'exemple des auto-écoles. Des auto-écoles, si ils devaient travailler juste avec les gens qui passent le permis chaque année, au total, à un instant T, du coup, ils auraient plus de business 1 an après. Mais tous les ans, il y a des gens qui passent le permis, donc ça se renouvelle régulièrement, comme les écoles, etc. Donc notre marché, il est pareil, il se renouvelle régulièrement. Mais si tu veux aller 2 fois plus vite que la vitesse de renouvellement, du coup, en fait, tu tapes dans le vide. Tu vois ce que je veux dire? Imaginons que tu touches tout le monde. Mais tant que tu perds pas d'argent. Mais en fait, tu perds de l'argent parce que tu perds de la renta. Tu perds pas d'argent parce que tu es toujours rentable sur ceux qui étaient profitables. Mais tu perds du bénéfice parce que tu veux aller trop vite. Tu perds du bénéfice en pourcentage, mais pas en volume. Mais du coup, c'est de l'argent. Mais ton ROI va baisser. Par exemple, tu mets 50 000 euros de pub. Tu as un ROI de 4. Tu fais 200 000. Tu mets 100 000, tu fais un ROI de 3. Tu es plus rentable. Tu as gagné plus d'argent. Ton ROI a baissé. Donc, tant que tu es positif
Tu vois, pourquoi arrêter de dépenser? Par exemple, on dit, ah bah non, là, je fais plus qu'un Héroïde 2 ou même de 1.5 sur les derniers leads qui rentrent. Donc, je sais pas, le dernier jour, on dépense 50 000 euros. Ah bah, j'ai fait 60 000 euros, j'encaisse 60 000. Je fais quoi, du coup? Mais parce qu'en fait, en gros, alors je comprends très bien ce débat. Moi, je préfère avoir des gros ROI plutôt que du volume avec des petits ROI, parce qu'en fait, le problème, c'est que tout ton business repose sur des cuts entre guillemets, c'est-à-dire, tu m'avais dit une fois que tu étais anti pourcentage, tu vois, mais en fait, tu as des équipes de vente qui eux vont prendre entre guillemets un pourcentage sur ton CA, par exemple dans cet exemple. Donc ce pourcentage, il varie pas. Donc en réalité, si tu calcules le coût que te coûte 10% sur 3 de ROI versus 2,5, en fait, tu vas voir que ton closer, il te coûte exponentiellement plus cher. Oui. Tout coûte exponentiellement plus cher, en fait, dès que ton ROI baisse. Ouais, c'est ça. Là, je voulais venir, c'est que, en fait, tu augmentes aussi les problèmes et la gestion derrière. Et tu perds, c'est plus après la rentabilité finale, mais tu perds aussi en qualité de vie, en qualité tout court, quoi. Ouais, après, t'as un impact qui est pas que financier. Oui, après, ça dépend de la charge que tu es capable d'encaisser en termes de clients. Bah, généralement, quand tu arrives à des ROI un peu dégueulasses, c'est que tu fais du volume très fort et qu'il y a beaucoup de clients. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, pour reprendre l'exemple des challenges, par exemple, dans votre cas, vous pourriez vous dire, chaque challenge veut que ce soit un record, tu vois, l'un après l'autre. Et du coup, le fait d'aller chercher de plus en plus de records, à un moment donné, tu vas être confronté, tu vas dire, mais ça marche un peu moins bien, tu sais pas forcément pourquoi. Et en fait, ta rentabilité baisse parce que tu cherches à aller taper des records, etc. Mais en fait, si tu te dis, OK, c'est quoi notre max, enfin, tu vois, le point d'équilibre, comme je vous disais, tu vois, peut-être que c'est, je sais pas, des lancements à 300 000, par exemple, où tu mets 20, 50 000 de pubs, tu vois. Et ça, c'est ton point d'équilibre, il est nickel. Tu sais que quand tu dépenses 50, tu fais 300. Mais par contre, si tu vas dépenser 100, tu vas peut-être faire 450, j'en sais rien, tu vois. Et donc, du coup, tu dépenses 2 fois plus, mais tu fais 1,5 fois plus. Donc là, tout augmente. Les closers deviennent beaucoup plus chers, etc. Ça devient moins intéressant. Et c'est là où tu peux te dire, OK, gardons un truc qui est en termes d'équilibre. Ce que je disais, profit, liberté, no stress. Tu vois, c'est pas de stress, le moins de stress possible parce qu'on maîtrise ce truc-là. Max de profit. Et ensuite, vu qu'on a ça et que c'est rentable et que c'est rodé, etc., bah maintenant, on travaille le back-end. On travaille ces gens-là qui viennent, ce sera tout le temps rentable. On travaille la LTV, la valeur long terme d'un client et on se concentre sur le fond. Et en fait, généralement, le problème, c'est que en tant qu'entrepreneur, on se concentre tout le temps sur l'acquisition, pas assez sur les offres derrière. C'est vrai. Et moi, le premier, c'est que vraiment depuis début 2026 où je me suis dit, putain, en fait, il faut que je crée d'autres offres parce que je suis trop focus sur nouveaux clients. Et du coup, en fait, c'est comme ça que ta marge, elle baisse à terme. Alors que si tu te dis, j'obtiens un flux constant et je travaille le back-end, tu vois. En parlant de générer de l'argent, est-ce que ça a changé quelque chose en toi de bien ou en bien ou en mal, le fait de gérer plus d'argent, de générer plus de cash? Alors, franchement, je suis pas plus heureux. J'étais quand même malheureux, mais c'est plus d'un point de vue personnel parce que t'as envie d'atteindre quelque chose et t'as l'impression que t'es une merde, etc. Donc c'est plutôt ça. Donc je ressens moins ça, mais par contre c'est vrai qu'il y a d'autres stress, d'autres trucs qui arrivent avec le fait d'avoir de l'argent, de plus de responsabilités. Donc t'es pas moins stressé. Parfois je dirais même que t'es plus stressé. Je dirais que d'un point de vue stress, quand t'as envie d'y aller, quand t'as envie de faire des challenges, ça peut créer pas mal d'anxiété, tu vois. Donc ça, c'est plutôt le côté négatif. Après, le côté positif, c'est tu regardes pas quand tu fais tes courses, tu regardes pas quand tu prends un billet d'avion, tu te demandes pas si tu peux, je sais pas, faire un resto enfin, tu vois, c'est. D'ailleurs, quand tu parles de billets d'avion et quand tu rentres en France, est-ce que ça te fait quelque chose? Est-ce que t'as essayé aussi récemment d'aller à Dubaï, t'es revenu, etc. C'est quoi ton rapport maintenant avec la France, avec Maurice? Comment tu te sens quand tu es en vacances et que tu reviens ici? Moi, de toute façon, la maison, c'est Maurice, clairement. La France, c'est la famille, donc c'est plus vacances. Si je vais en France, c'est 100% vacances. Pour être en famille, parce que j'ai encore mes grands-parents, j'ai la chance d'avoir mes grands-parents, j'ai mes parents, en plus on a une famille où on est quand même assez proche et tout, donc c'est cool. Donc je vais en France pour ça, mais par contre je me projette pas du tout en France, quoi. En fait ce que j'ai du mal, c'est me projeter, quoi. J'arrive pas à me projeter. J'arrive pas à me dire que je vis en France, quoi. C'est impossible. C'est pas possible, quoi. Et en tant qu'expat, il y a un truc que on a, c'est que quand tu as quitté ton pays, tu sais que tu peux le faire, donc du coup ça devient la première fois est très difficile,
Mais après, une fois que tu l'as fait, tu peux le refaire. Tu peux du coup repartir à Dubaï, ailleurs, etc. Et en fait, moi, je me posais la question parce que je suis tout de suite arrivé à Maurice, qui en fait correspond à l'endroit aujourd'hui sur Terre où je suis le mieux. Et j'avais un peu ce syndrome de l'objet brillant en me disant, mais attends, est-ce que à 28 ans, j'ai changé de pays, mais en gros, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé du premier coup le truc. Genre, je me dis, il y a bien d'autres endroits sur Terre, faut que j'aille voir, faut que je teste, tu vois. Donc j'ai essayé Dubaï, finalement ça l'a pas fait, ça m'a pas convenu. Mais j'ai quand même parfois ce petit truc de me dire, j'ai quitté mon pays une première fois, donc je sais que je pourrais le refaire. Et là du coup tu t'ouvres et tu dis, mais le monde est tellement grand, est-ce que je m'arrête à Maurice pour toujours, ou est-ce que je teste un autre truc, tu vois. T'es revenu à temps en tout cas. C'est une vraie question. Je suis revenu à temps. Ouais. Nous quand j'ai arrivé à Maurice, ça fait 3 ans qu'on est là, ça fait 3 ans. Au début on disait peut-être on va rester 3 ans. Tu vois. Puis ça fait 3 ans. Ouais. Et à un moment, tu te dis, bah non, là, gars, tu vois, après on se dit, il va rester peut-être 5 ans, parce que bon, bah, Maurice, c'est bien, mais il y a d'autres choses à voir. Ouais. Puis je suis sûr qu'on va rester 3 ans, 5 ans, puis après, ça va être, à moins qu'il y ait autre chose, jamais ce qui peut arriver. Mais, ici, j'ai l'impression qu'on s'inscrit maintenant vraiment dans la durée, où il y a plus de date de fin, en fait. Tu vois, tu sais pas trop, parce que ici, il y a vraiment un truc, qui est incroyable. Et je pense que c'est le fait que les gens, puis il y a de plus en plus aussi de Français. Donc ça nous correspond aussi, beaucoup plus d'entrepreneurs aussi, donc ça nous correspond. Le dîner qu'on fait, on est une vingtaine, une trentaine. T'es une trentaine au dernier. Ouais, quasiment une trentaine, On est dans la cave, on boit des grands crus. Non mais c'est vrai, on rigole, on passe des bons moments. Qu'est-ce que tu veux de mieux que ça? Enfin, c'est compliqué. C'est vrai. Tu fais ça où? Ailleurs dans le monde? Mais tu as quand même. Tu fais même pas en France. Je sais pas si vous l'avez, mais quand t'es expat, à chaque fois que tu vas dans un pays en vacances, tu peux pas t'empêcher de regarder. Te projeter un peu. Ouais, de te projeter. Et moi, c'est un réflexe maintenant. Je me dis, ok, c'est un réflexe d'expat. Quand tu vas dans un pays en vacances, c'est ok. C'est quoi les visas? C'est quoi la fiscalité? C'est quoi les loyers? Je suis au courant. Tu vois, non mais tu vois, c'est tout le temps ça, quoi. C'est demain. Enfin, là prochainement, je vais aller en Australie en vacances. Je connais déjà le coût des loyers. Je connais les visas. Je connais la fiscalité. J'ai tout regardé. Tu vois. Au cas où tu te dis aller en Australie. Tout le temps en fait. Non mais dans n'importe quel pays. Si demain je vais en Afrique du Sud, parce que j'ai envie de le faire, je sais que je vais regarder tous ces trucs là en fait à chaque fois. Tu vois, c'est la bucket list. Tu vois. Parce que du coup tu y vas et tu dis ah ouais putain en fait c'est vrai que pourquoi pas, tu vois, voilà. Tu sais combien ça coûte pour t'installer, quels sont les critères du visa, etc. Au cas où tu connais quoi. Voilà, c'est. Enfin moi j'ai ce réflexe en tout cas. Vous l'avez pas vous? En fait moi je voyage beaucoup moins. Vous avez une famille, c'est peut-être un peu différent. En fait, maintenant qu'on est à Maurice, nous on voyage quasiment plus. Tu vois, en 3 ans on a que fait l'Égypte. Et tu vois, normalement, peut-être qu'on part en vacances d'ici 20 jours. On est combien? Non, même pas. Dans 15 jours, on doit partir en vacances. Il n'y a rien réservé. Je sais même pas où on va aller, tu vois. Et Égypte, c'est bien? Égypte, c'est extraordinaire. T'as fait le Nouveau Caire ou pas? Le Nouveau Caire? Tu sais, la ville fantôme, là. Alors non, le Caire, c'est juste bien pour les pyramides. Ouais. Mais ils construisent une capitale là à côté là, une nouvelle capitale. C'est une ville fantôme, vous avez pas vu? Non, je connais pas du tout. Vous regarderez sur YouTube, vous avez vu. Non mais l'Égypte à part les pyramides, c'est beau. Non mais tout ce qui est Égypte ancienne, c'est extraordinaire. Ah ouais. Vraiment extraordinaire, j'étais extraordinaire, c'est une plus belle chose que j'ai vue de ma vie. Ouais. Mais alors tout ce qu'il y a autour, tu vois, c'est Et le nouveau musée, il avait déjà ouvert? Ouais, le nouveau musée avait ouvert, il était magnifique, il était vraiment faut le faire une fois dans sa vie. OK. Faut vraiment le faire, c'est obligatoire. Ça fait partie des trucs que je veux faire d'ailleurs. Il faut prendre une dabaya là, tu descends le Nil, c'est évidemment Vallée des Rois, tu l'as fait? C'est un peu plus au sud, mais tout fait. On a même pris l'avion pour juste faire jusqu'à Abu Simbel. C'est-à-dire que t'arrives, tu restes 1 heure sur place et tu repars en avion. Tellement tout est magique, c'est majestueux. C'est à faire au moins une fois dans sa vie. Et d'ailleurs, ce que font les gens, c'est qu'ils le font une fois jeunes et ils y revont quand ils sont plus vieux. Tu vois, genre à 60 ans, tu refais l'Égypte une deuxième fois. Tellement c'est incroyable. Ok. Mais pour répondre à ta question, autant au début, sur les premières années, je pouvais me poser la question de savoir est-ce que on viendrait en France ou ailleurs, ou en partie, etc. C'est vrai que c'est des questions qu'on pouvait continuer à se poser, mais là, je pense que j'ai vraiment passé le cap. Là, t'es installé là. Bah oui. Et si, par exemple, demain, tes enfants, parce que à Maurice, après le lycée, tous les enfants partent. Ils vont étudier. Enfin, à l'étranger. La plupart, ils vont étudier à l'étranger. Comment tu réagirais C'est une bonne question. Alors déjà, autant avant, j'aurais pu dire, ils iront à l'étranger, puis on ira les voir, etc. Mais là, en fait, vu l'évolution un peu avec l'intelligence artificielle, le business en ligne, etc. Je sais pas, 10 ans, ça fait beaucoup. Tu vois, mon fils, il a 8 ans le plus grand, donc 18 ans pour aller vivre à l'étranger. Dans 10 ans, il peut s'en passer énormément des choses. Donc ça se trouve, en fait, on va tous rester ici pour se protéger de l'attaque des robots. Mais tu vois, autant voilà.
Mais on se disait probablement qu'on irait voyager un peu plus, mais on garderait cette base ici. Et puis tu vois, là, je fais construire une maison, rénover pour habiter ici. Je suis vraiment, vraiment installé, très fortement. Donc, et toi, mon fils, il va avoir 14 ans cette année. Donc donc toi, c'est dans 4 ans, alors 4-5 ans? Ouais, que la question se pose après le bac. Ouais, mais déjà, lui, il veut me arrêter d'école. Alors, déjà, avant, ils n'avaient pas l'école. Il veut faire du marketing de réseau, peut-être. En fait, à Maurice, il y a peut-être des opportunités. L'énergie, l'école lui pompe trop de choses. Avant, il faisait du contenu sur les réseaux. Il y a 3 ans. Ouais, il avait sa petite chaîne et tout. Il y avait un petit truc qui s'était lancé. Sur YouTube Kids, genre ou... Non, il faisait des vidéos sur Insta, des petites séries, tu vois. C'était des petites conneries qu'il faisait, mais tu vois, ça commençait à prendre. Et puis, une fois qu'il a été à l'école, tu sais, ça t'aspire toute la cervelle. Ouais. Et là, il veut m'y arrêter. Alors, tu vois, on n'est pas non plus prêt à arrêter parce que ça y est, le système est lancé. Du coup, à l'école, il écoute pas, il fout rien. Voilà, alors qu'il a des capacités. Donc là, on lui a mis un challenge. Parce qu'en fait, il veut absolument un nouvel ordinateur qui coûte 700 balles. Je fais, 700 balles, c'est énorme. On va pas t'acheter un ordinateur comme ça. Je fais, ok, si t'as 15 de moyenne, tu vois, faut lui acheter le dernier Mac, là, c'est ça? Neo. Le MacBook Neo. Non, je crois qu'il veut un Windows pour jouer à des jeux. Tu vas pas le mettre sur Windows. Faut le mettre sur un père responsable. Il a déjà un Mac. Pourquoi faire alors? Mais parce que je sais pas pourquoi. Ouais, il veut geeker avec ses potes sur des conneries de jeux. Et donc, du coup, je crois qu'il a 10 de moyenne. Il a des appréciations de merde, tu vois. Et là, tu sais, il dit, bon, écoute, on va trouver une carotte, voir. On dit, bon, si t'as 15 de moyenne, tu vois, c'est ok pour l'ordinateur. 15 de moyenne. 15 de moyenne. 10 à 15. C'est-à-dire qu'en fait, il passe du cancre de la classe à premier. Parce que la moyenne. C'est très concentré. C'est chaud quand même, hein. La moyenne de tous les premiers, la moyenne, c'est 14,90. Donc, en gros, s'il a 15, il finit premier. Pour l'instant, il a ramené que des plus de 15 depuis le début. Que des plus de 15. Dans la tête, je me dis, mais qu'est-ce que tu branlais, tu vois? Je dis, mais pourquoi maintenant t'as 15? Il me fait, parce que tu m'as dit que j'aurais un ordinateur. Tu vois, je suis ok, bonne réponse, tu vois. Donc, mais je pense pas qu'il fera des études. Il ira pas faire d'études. Tu veux faire des études de quoi? L'école de commerce. Surtout que toi, tu les vantes pas beaucoup non plus, les études, donc. Non, pas du tout. Je trouve que c'est de la merde. Si tu veux perdre du temps, encore 5 ans de ta vie, ça va te coûter. peu de chance qu'il en fasse, alors, si tu penses ça. Non, mais il fera, sauf si lui veut vraiment. Sur lui, forcément, je veux dire. Évidemment. De toute façon, ce que je pense de l'école, il le pense aussi, et il valide, parce qu'il le voit au quotidien. Donc, je vois pas comment un de mes enfants fasse des études. À 16 ans, il y a déjà des jeunes qui entreprennent. Hein. Enfin, tu sais, maintenant, là, ça se trouve, dans 2 ans, il fait des formations. Hein. Mais j'espère bien qu'il va se bouger le cul et que je vais l'aider, tu vois, à le faire. Ouais. Mais là, je le sens pas encore. Mais il est jeune, il a 13 ans. C'est encore tôt. Ouais, il est tôt. C'est un enfant. C'est quoi le truc auquel tu t'attendais pas à découvrir ici? Petite surprise, petit bonus à Maurice. Tu te dis, tiens, ça, je pensais pas. À Maurice, franchement, la diversité d'activités à faire. En fait, tu te rends pas trop compte de tout ce qu'il y a à faire parce que c'est un peu caché, c'est un peu faut vraiment connaître quoi. Faut connaître des gens, leur numéro, leur machin, leur truc et donc c'est ça, c'est tout un monde un petit peu que tu as pas accès quand tu viens en tant que touriste ou tu fais les trucs touristiques de base quoi. Il y a vraiment deux Maurice hein, il y a Maurice vacancier et Maurice Maurice pour ceux qui connaissent les petites adresses, les petits trucs que tu trouveras pas sur Google Maps. Enfin, ça y est, mais c'est trop mal référencé. Enfin, Il y a vraiment, il y a différents Maurice. Parce qu'il y a un mec qui est à Dubaï, là, qui m'a envoyé des messages, qui est venu à Maurice et il avait pas trop aimé parce qu'avec les taxis, je sais pas quoi. Il m'a raconté des trucs. Je fais, mais non, en fait, pas du tout, quoi. Pour moi, je savais même pas que ça existait. Tu vois ou le truc du fameux il y a rien à faire, tu sais, des gens qui viennent 2 semaines et qui disent mais il y a rien à faire. Moi j'ai fait Chamarel, j'ai fait la plage de Montchoisy, j'ai fait ça et c'est tout quoi, tu vois. Mais en fait nous on pourrait faire un resto différent tous les jours pendant 1 mois qui en resterait encore plein. Et c'est vrai que quand tu viens en tant que touriste, tu les vois pas, tu vois. Tu vas à la plage, restaurant La Plage, tu vas dans un hôtel, tu vois pas tout ce qu'il y a à faire quoi. En fait, il y a beaucoup de choses à faire mais c'est un peu à l'ancienne, c'est en bouche à oreille. Ouais, c'est ça. Ne serait-ce que trouver un bon coiffeur. Coiffeur. Moi c'est un enfer, je me laisse pousser les cheveux tellement que j'ai une coiffure gauchiste. Faut que tu te coupes les cheveux toi-même.
Ah ouais, là, c'est Moi, je me coupe les cheveux moi-même. C'est vrai. Ouais, depuis 2010, je pense. Je suis pas allé une fois au coiffeur. Ah, le gars, les coiffeurs et tout. Les coiffeurs, j'ai une tondeuse et tout comme ça là. En fait, avec le temps, tu apprends à connaître ton crâne, tu vois, la forme de ton crâne. Tu sais exactement où t'arrêter. Tu fais des petits dégradés et tout. Ah ouais. Et quand j'étais au lycée, c'est moi qui coupais les cheveux de tous mes potes. Okay. Ah ouais. C'est des coiffeurs. Il a fallu creuser dans ce podcast avant. Et d'ailleurs, cette révélation. Le premier infoproduit que je voulais faire, pour l'anecdote, c'était un e-book pour apprendre à se couper les cheveux soi-même. Et je l'ai toujours sur mon Mac. Mais c'est énorme. jamais vendu. Je l'ai jamais vendu. Ouais. Eh bien, nous mettons à prix le PDF de Rémi Jupil qu'il n'a jamais vendu. On enchère sur eBay. Donnez-nous une estimation à combien vous voulez l'acheter. C'est un exemplaire unique qui sera signé par Rémi Jupil. Oula. Donc, et ça c'est collector. Vous pourrez l'afficher dans votre salon. Incroyable. L'e-book secret. Le titre de la vidéo, Rémi Jupil le coiffeur. Mais tu vois, encore pas plus tard hier, tu vois, vu que je bossais pas hier, on a découvert un nouveau mall qu'on connaissait pas, qui est super à Beauplan, que je connaissais pas du tout. Ah, Mohagani. Ouais, je le connaissais pas. Tu connais pas? J'avais jamais vu. Ah ouais. Tu vois, et ça fait 4 ans qu'on est là, et j'avais jamais vu. Tu vois, donc en fait, c'est pour illustrer le fait que c'est vrai qu'il est joli. Il y a plein de petits trucs. En fait, personne m'en avait parlé. Tu vois, personne me le dit. Ouais. Si tu le sais pas, il faut tomber dessus par hasard sur la route, quoi. Tu vois, tu le sauras pas. Ouais. Très sympa, Beauplan d'ailleurs. Ouais, Beauplan, c'est bien. Ouais, c'est belle petite smart city, très beau avec de l'ancien là. Et je pense que ça va péter. C'est beaucoup moins cher que Grand Bay, mais genre vraiment, vraiment beaucoup moins cher. Ouais. Et je pense que c'est prometteur. Et c'est mieux centré que Moka, je trouve, qui est dans le centre. Ouais. Après Moka, j'étais très étonné. Ce qu'ils font là, c'est joli, c'est bien, c'est mais grand. c'est incroyable, hein. Mais c'est loin, quoi. C'est loin, par contre. Mais après, c'est loin du nord, quoi. Et ce qui va se passer probablement, c'est que Maurice va tellement s'étendre que ce sera un nouveau Maurice avec des nouvelles villes, tu vois. En France, t'as Paris, t'as Lyon, t'as Marseille, t'as Bordeaux. Bon, bah, en fait, on va avoir ce genre d'équivalent. Ouais. On aura du Moka, on aura du Beauplan, on aura voilà, et ça va grandir. Et aussi l'Est qui va se développer pas mal. Mais c'est pas fait pour nous, expatriés français, tous ces cons-là, parce que nous, Maurice, Beauplan, ça ça change va. la mer. Si, à Beauplan, il y a du monde, qui s'installe. Beauplan, des Français. Moka, beaucoup moins. Moka, beaucoup moins. Non, Moka pas encore, mais. Beauplan, c'est le Nord, donc. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut se projeter, tu vois, là je te parle vraiment projeter dans 10 ans, tu vois. Ouais. Je pense que ce sera tout à fait normal que des gens qui viennent à Maurice habitent à Moka ou à Beauplan. C'est possible, c'est possible. Il y a des avantages, il y a des bonnes écoles à côté. Il y a les malls, vue mer en plus. Un peu sur les hauteurs de Moka, tu vois la mer. C'est très propre. Même quand tu regardes le développement d'Azuri, moi j'avais été, donc c'est dans l'Est, j'avais visité un des premiers apparts témoins d'Azuri et tout, il n'y avait pas grand chose. Aujourd'hui, tu vois, c'est quand même un développement important. Comme Wanaita. Wanaita, c'est très isolé. Énorme. C'est énorme. Donc tout ça va peut-être devenir des extensions après de villes. Apparemment, ils vont faire un autoroute là vers Anaïta. Jusqu'à Anaïta. Donc quand ils vont faire l'autoroute, tout l'Est va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir sur... Tout l'Est va s'ouvrir, parce que l'Est, c'est galère. Hein. Et regarde, tu fais ça. Ah bon? Ouais. Okay. L'Est, ça... Non, c'est vrai, faut que je le tienne comme toi, en fait. il faut... L'Est, ça va continuer à se développer. C'est un très bel endroit de Maurice, sous-coté, sous-estimé. C'est très joli. C'est quoi ta plus grosse erreur business, le truc qui t'a coûté le plus cher et que tu racontes pas forcément? Des mauvais recrutements, je dirais. Ouais. Mais c'est vrai que j'en ai jamais vraiment parlé, j'en parle pas vraiment, mais au sens large, travailler avec les mauvaises personnes, je pense que c'est peut-être parfois les trucs les plus... Enfin, c'est ce qui peut être le plus impactant, je pense. Ouais, parce que ça consomme aussi de l'énergie émotionnelle, psychologique. C'est dur, l'humain c'est dur. Hein. C'est vraiment... Ouais, je dirais que c'est ça. Ouais. Ok. Une déception particulière ou juste... Ouais, il y a eu plusieurs trucs, tu sais, sur des années, j'ai travaillé avec pas mal de personnes et tout, donc oui, il y a eu plusieurs fois. À chaque fois, c'était des trahisons en fait, tu vois, des trucs comme ça. Donc, tu vois, tu donnes tout à quelqu'un qui en a rien à foutre de ta gueule, quoi. Tu vois. Enfin bref, voilà quoi, c'est comme ça. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais bah toi tu l'avais raconté dans une vidéo, je me rappelle. Toi, je sais pas si oui, ça t'est déjà arrivé ou pas, mais de trahison, non. Mais non, moi, ce qui m'a impacté, ce sera avec des gens, tu bosses avec eux, des freelances, et ils sont nuls, tu vois. La compétence plutôt, le management, tout ça, ouais. Non, moi, j'ai jamais eu trop de problèmes de trahison. Ok. Non. Ça arrivera. Pas trahison. Ça viendra. Trahison ou. Je sais pas, franchement. Non, je pense pas. T'es pas obligé d'aller jusqu'à la trahison, mais... Pour moi, oui, voilà. Trahison, c'est peut-être un mot un peu fort. Ouais. Mais en fait, pour moi, c'est obligé, en fait.
Enfin, en fait, à un moment donné, si toi tu continues d'avancer et que t'as quelqu'un autour qui stagne, c'est obligé de casser. Ou alors si lui avance et toi tu veux stagner, c'est obligé de casser. Ou alors, en fait, c'est juste naturel et puis il y a pas de problème là-dedans. Mais c'est comme dans un couple. Si à un moment donné, toi tu veux rester à Maurice absolument et ta femme veut se barrer, bah ça casse en fait. Tu vois, c'est naturel quoi. C'est plus chaud. Oui, mais c'est pas de la trahison. C'est juste c'est autre chose. En fait, ça peut être de la trahison en fonction de tu m'avais dit le meilleur pour le pire. Bah, quand le pire arrive, il y a personne, tu vois. Après, tout dépend aussi de l'histoire que tu te racontes, tu vois. Après, je connais pas les détails de ce qui t'a pu t'arriver, mais. Non, mais en vrai, trahison, c'est un mot un peu fort. Je suis d'accord. Dernière question. Après ce long podcast très intéressant, imagine que dans 15 ans, tes enfants tombent sur cette vidéo. Qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent? De bosser. Travailler dur. Travailler dur. Ne faites pas comme la Gen Z. Non, en vrai, putain, c'est dur comme question parce que c'est encore plus dur dans le sens où j'ai même pas de gosse. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, on te demandera à tes futurs enfants de commenter cette vidéo. Sur cette vidéo. Commentez si vous êtes là dans 15 ans. Oui, et mettez oui, papa. Non, difficile comme question. Franchement, je saurais pas dire. Vous avez déjà répondu à des questions comme ça? Elles sont chaudes, les questions. Ouais, mais attends, nous on travaille. Vous avez répondu à des questions comme ça? Non. Ils regardent vos épisodes. Nous, on n'a pas été invités sur Mavericks. Bah non, c'est ça. Donc, tu vois, on a dit qu'on ferait un. Nous, on nous invite pas. On va faire un featuring. Allez, on va faire un gros feat. Mais il faut trouver un concept sympa pour que tu vois, ça fasse des vues et tout. Bah, on fait la cave. Ah oui, c'est ça. Voilà. La cave. Ouais, mais la cave, il faut une thématique. Faut une petite thématique. T'inquiète, avec quelques verres de vin ou quoi, la thématique va vite venir. Non, mais franchement, un podcast où on est un petit peu. Vous savez, il y a un podcast là qui tourne. Aviné, exactement. Et où tu sais, il y a un podcast. Je crois Oussama il l'avait fait où tu sais, il bourre son invité là. Mais il y en a d'autres qui font ça en fumant des joints. Vous avez pas vu ce truc-là? Oui. Il y a c'est Herbe et je sais pas quoi là. Un YouTuber. En gros, son principe, c'est tu viens sur son plateau, il te fait fumer un joint. Comme ça, t'es défoncé. Et après, ils font un podcast. C'est un truc américain à l'origine, ça. Ouais. Je sais plus quand. Et il y avait aussi avec les sauces piquantes, l'alcool. L'alcool. Il y a Chicandy qui faisait ça. Mais le mec était complètement arraché, défoncé, c'est un peu dangereux pour la santé. Non, mais voilà, là, l'idée, c'est juste d'être, tu vois, un peu pompette. Tipsy, comme disent les Américains. Et puis, et tu t'es un petit peu pompette. Et puis, un ou deux verres. Et puis, en fait, les gens se lâchent un peu, tu vois. C'est cool. Et peut-être un concept. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça, nous? Moi je pense que t'es beaucoup plus toi je te connais quand t'as bu un ou deux verres, t'es un peu plus câlin, on va dire. Ah, c'est vrai. un peu plus cool, un peu plus détente. On a le droit de dire ça parce que moi je suis chez vous, mais nous on a le droit de tout dire. On a le droit de tout dire. Il y a aucun problème. Merci Rémi Jupil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On s'abonne à ton podcast Esprit Maverick. C'est surtout Rémi Jupil, bien sûr, à suivre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour l'invite. À très bientôt sur ton podcast. À bientôt. Merci beaucoup.